Attention, vous écoutez un programme audioactif. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de non pas la boîte à clapper, mais c'est qui en pôle. Pas d'inquiétude, votre doigt n'a pas glissé, vous êtes au bon endroit. Je suis très honoré de vous accueillir dans ce débrief de fin de saison 2022 MotoGP. On va revenir sur tout ce qui s'est passé cette année. Et pour ce faire, je serai accompagné des deux fans de MotoGP les moins objectifs qu'on ait connus. Comment ça va, Pierre ? Et ça va très bien, super bien. J'avais préparé un truc où je te disais de remettre un t-shirt parce que t'étais torse nu depuis 2 semaines, etc. Mais vu le t-shirt que t'as, je vais plutôt te demander de l'enlever, en fait. Non, je le garde, il est bien sur moi en plus, là. Je l'ai essayé ce matin, belle taille, parfait. Vous arrêtez pas de nous demander de faire des podcasts en vidéo. Vous pouvez nous remercier pour cette fois qu'il n'y ait pas de vidéo. Comment ça va, Ophélie ? C'est moi la deuxième, la moins objective de tout le écoute, paddock MotoGP. Ça va, merci. Je me demande ce que tu fous là, mais ça va. Mais moi, j'allais te demander si t'avais trouvé le temps de venir nous voir entre deux collages de Panini. Oui, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent échanger des cartes Panini, n'hésitez pas. Il me manque une carte pour finir la page de Bezzecchi. Donc après, le reste, je m'en fous. Mais n'hésitez pas surtout. Hein. Et tu te demandes ce que je fous là, c'est juste que Cyril avait besoin de quelqu'un de compétent pour une fois. Non, parce que sinon on avait demandé à Yvan, mais il était pas disponible. Il avait pas très envie de venir. Et celui sur lequel il y aurait pas Seki en pôle, ni la boîte à clapper, très clairement, et à qui je vais rendre la main pour le host de la suite de cet épisode. Je te remercie de m'avoir laissé cette intro. Cyril, comment ça va ? Bah ça va bien et toi ? Eh ben ça va, je suis hyper content que vous m'ayez invité, je suis hyper content d'être là, je suis hyper content de vous rencontrer. Et comme je l'ai dit, je le répète, parce qu'il y en a qui n'ont pas dû entendre le premier épisode, vous êtes vraiment tous très beaux. Toi aussi. Ah merci, c'est gentil. On va parler MotoGP, donc, puisque c'est la fin de la saison 2022, donc le 5e au général, c'est Jack Miller, avec 189 points, une victoire et 7 podiums. Aleix Espargaro, 4e avec 212 points, une victoire et 6 podiums. 3e, Enea Bastianini avec 219 points, 4 victoires et 6 podiums. Fabio Quartararo, 2e avec 248 points, 3 victoires et 8 podiums. Et... Sortez-moi de là, au secours. Et là, Pierre... Pierre a sorti... Vas-y, dis-le. Champion du monde, Francesco Bagnaia, avec 265 points, 7 victoires et 10 podiums. Baisse ce son, s'il te plaît, et range-moi ce drapeau. Là, je peux me mettre tenue maintenant, c'est ça? Tu peux. Mais tu es déjà... je t'en supplie. Pierre, qu'est-ce que t'as pensé de cette saison 2022? Elle a pas démarré comme j'aurais voulu, mais elle a fini en apothéose et très beau championnat de manière générale. Très belle année. Très belle année. Même en dehors du titre de Bagnaia, voilà, il y a de la concurrence, des marques, tout type de marques qui peuvent gagner à part Honda, une dizaine de pilotes qui pouvaient gagner à chaque course. Pas dizaine, c'est beaucoup quand même. Franchement, quand tu prends le top 10 au championnat... 8 Ducati, ouais, d'accord, donc. Et les autres? Non, celle de Di Antonio quand même. C'est vrai, mais oui. Et il a fait une pole, hein. C'est toujours mieux qu'Honda, quasiment. Ophélie, ta saison 2022, qu'est-ce que t'en dis vite fait? Moi, je pense que je vais arrêter de regarder la moto parce que j'en ai marre de faire de la tachycardie tous les dimanches. Ça commence à faire beaucoup là. Mais non, une bonne saison avec pas mal de rebondissements. Moi, je suis plus chauvine que Pierre, donc un peu déçu du résultat, même si je suis très contente pour Bagnaia, qui est pour moi un titre mérité. C'était une bonne saison. J'étais assez surprise de certains pilotes dont on parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Et titre de rookie de l'année pour Bezzecchi, donc franchement que demande le peuple. Slip sur la tête. Exactement, slip sur la tête comme tu dis. Et non, et un peu étonné et en même temps pas tant étonné que ça de la saison de pas avoir Honda sur cette saison, parce que c'est quand même une saison sur laquelle on débloque pas mal de records historiques entre le nombre de constructeurs différents sur le podium et tout ce que Ducati a pu décrocher cette saison. Donc ouais, c'est une bonne saison, c'est une saison à retenir et historiquement une saison importante, donc plutôt intéressante. Kevin, et ben moi c'est une saison que j'ai trouvé chiante à mourir, très clairement. Je suis pas du tout d'accord avec vous, j'ai trouvé vraiment très ennuyeuse. La rivalité Quartararo Bagnaia,
Bah voilà, ils ont tous les deux le charisme d'une chaise à peu près, donc ça m'emmerde un peu. J'aimerais bien qu'ils sont pas croisés de la saison. Donc il y en a un qui est mieux qu'habillé. Tu vas me dire que Bradle ou Giberno, c'est des pilotes avec du charisme. Écoute, on contrôle pas ses passions. Mais non, mais moi je l'ai pas trouvé incroyable la saison. Ils sont pas beaucoup croisés tous les deux, hein. Ils sont vus qu'à Valence, donc ça, du coup, ça enlevait un peu de piment. T'as parlé de concurrence, Pierre, et de plusieurs pilotes qui peuvent gagner. Moi, c'est vrai, très clairement. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est un nivellement par le bas. En fait, que le niveau moyen est beaucoup moins élevé et que surtout quand j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je dis ça, mais que c'est beaucoup plus facile quand le loup est pas là, en fait. Et du coup, ouais, bah c'est rigolo, mais là que ouais, toutes les marques peuvent gagner sauf Honda. Il a fallu des exploits d'Oliveira pour que KTM gagne les courses quand même. Mais lui-même le dit de toute façon qu'il comprend pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Bon, après la saison était pas mauvaise. Je suis volontairement un peu dur. Mais bon, moi, elle m'a pas transcendé la saison, quoi. Bon, ça s'est entendu. Moi, je trouve que ça manquait clairement de duel. Parce que il y a eu un mano à mano sur la saison globale entre Quartararo et Bagnaia. Mais, comme vous l'avez dit, on les a pas vus l'un contre l'autre. Et on a, à part Bastianini, qui est venu quand même sur certaines courses chercher Pecco. Mais ça a manqué quand même de duel, fort. Il y a eu quand même des belles choses sur la saison globale. Moi, je trouve que ça a manqué quand même vraiment de duel. Ouais, sur la... Vas-y, pardon. Après, il y a eu une grosse domination de Pecco quand même. C'est-à-dire que pas sur la première partie de saison, mais il fait une reprise estivale qui est assez exceptionnelle. Donc, de ce point de vue-là, ça écrase beaucoup de choses. Ouais, enfin moi je suis assez d'accord avec ça. En fait, moi j'ai en tête des bagarres pour la victoire, j'en ai 2, c'est Bestia et Pecco à Misano et à Aragon. Je sais pas s'il y en a eu vraiment d'autres. Alors il y a eu si je suis un peu dur avec Philippe Island, Rins qui va la gagner sur la fin et tout. Mais il y a pas eu, j'ai pas d'image en tête vraiment marquante de la saison où il y a un gros duel de dans les 3 derniers tours où vraiment ça est vraiment de la grosse tension et tout, quoi. J'ai pas souvenir de ça. Et il y a plus... eu quand même une course à Assen où il y a eu des rebondissements parce que Quartararo, qui était en lutte pour le championnat avec Aleix à ce moment-là, bah il se fait sortir, il revient comme un fou dans le dernier virage. Alors c'est pas pour la première place, il vient en doublé 2. Ah ouais, mais alors je suis 100% d'accord avec toi, mais c'est une course que Bagnaia gagne large. Donc du coup, alors si c'est très très beau, mais quand c'est pour la 5e place, c'est pas pareil quand même. Mais c'était une belle course aussi à Assen pour le coup, c'est vrai. Mais après, on s'entend tous pour dire que de toute façon, cette saison ou celle de les quelques dernières années en MotoGP, ça manque réellement de rivalité et alors au-delà de la piste, dans la globalité, ça manque de tension comme on a pu connaître sur des saisons Lorenzo Marquez Rossi. Enfin, donc, ça manque de coups de boule dans les escaliers de podium, c'est ça? La Bisagliati. Ça c'est notre préférence ultime, mais je pense que au-delà de nous, tous les fans avérés de MotoGP seront d'accord pour se dire que ça manque, et je pense que c'est aussi ça qui a fait que à Valence on était tous un peu excités par cette course, c'est que pour une fois il s'est passé un truc entre Fabio et Pecco. Donc moi je pense que tant que il y a vraiment que 2 personnes qui peuvent changer cette espèce d'ambiance un peu plate et lisse qu'on a aujourd'hui en MotoGP, c'est Marc Marquez qui revient à son niveau. Daryl Ramadi avec de GP Inside avait tweeté ça en disant que ça serait bien qu'il revienne, histoire qu'on arrête de s'ennuyer. Et un petit jeune qui monte en Moto 2 qui est en Moto 2 et qui va arriver en MotoGP très bientôt, qui s'appelle Pedro Acosta et qui à mon avis dans un mindset équivalent, et lui il va pas faire copain avec les autres. Donc mais après t'en as qui font pas copain avec les autres. Bastianini. Non mais même au-delà de ça, en fait t'as des pilotes oui, puis t'as des pilotes qui ont clairement t'as des pilotes qui ont clairement ce que moi je définis d'une mentalité de connard sur la piste. Je pense en l'occurrence à Espargaro. Espargaro, j'avais promis de tacler, mais le seul qu'on a vu cette saison, l'autre il est en vacances encore, je crois. Mais c'est le seul qui pourrait un peu aller chercher des noix aux autres. Je veux dire, pas sur la piste, mais humainement sur lequel on attend, parce qu'il c'est toujours celui qu'on retrouve depuis qu'il a découvert l'existence de Twitter, qui met des taquets à tout le monde. Mais derrière, au final, il fait copain, il prête son jet privé aux autres pilotes, et t'as Fabio Quartararo qui vient manger le dimanche avec les enfants pour le goûter d'anniversaire. Donc même c'est mignon. C'est vrai. Non mais c'est ça, en fait, même ceux où on se disait bon sur la piste il a envie de se battre, et du coup à l'extérieur il va donner un peu cet élan de rivalité qu'on aime aussi dans la moto, parce qu'on va pas se cacher que à la base c'est pas un univers de bisounours, et ça nous plaît aussi. Même eux on les retrouve pas à ce niveau-là, et Kevin a raison sur le fait que le seul qui est
pour l'instant en mesure de faire ça, c'est Marquez. Et même au-delà de ça, pour moi, Marquez, c'est un pilote. Maintenant, il regarde de haut, il dit, je sais ce que je vaux, regardez-moi d'en bas et puis faites-vous plaisir. Enfin, quand il gagne. Non, mais pour rebondir sur Marquez, je comprends le fait que Marquez, c'est un pilote qui est quand même souvent sur une autre planète, pas ces dernières années. Mais honnêtement, je préfère une saison 2022 à une saison 2019. Et pas parce que Ducati gagne à la fin. Vraiment, en termes de Marquez, il avait tellement écrasé la saison. Alors, son talent était énorme et il l'a mérité, mais c'était tellement chiant de savoir que dès le début, il allait gagner et que les autres allaient finir à 3 à 5 secondes derrière. Pour moi, c'est ce qui se non, passe 2019, avec il en gagne beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes qui Il y a gagnent et quelques il y a de la passes baston d'armes, devant, quoi. mais juste avec Dovi, et c'est tout. Non, Ouais, il y a deux Quarta quand même. Non, il y a eu quand même. Ah oui, Quarta, ouais, Thaïlande et tout sur la fin de Ouais, saison, Misano. c'est vrai. Mais non, il domine et il gagne largement le championnat, mais il y a quand même des duels de pour la victoire qui sont intéressants, quoi. Et puis Son en duel plus, avec Fabio, où Fabio finit en pleurs parce qu'il se fait bouffer c'est sur ça. la fin. il pleure avec tout le temps. Non, mais cette course, en vrai, enfin, Marquez, c'était une preuve de sa capacité mentale à détruire les autres pilotes. Quand il finit, que t'as Fabio en pleurs et que Marquez, il est là avec son sourire dans le parc fermé. Pour moi, elle est horrible, cette image. Enfin, pas pour moi personnellement, mais je pense qu'en tant que pilote, quand tu t'appelles Fabio Quartararo et que tu penses avoir ta première victoire et que Marquez, il arrive comme s'il doublait à la caisse du Auchan, et que tu peux rien faire, enfin, c'est du grand Marquez pour moi. de toute façon, on l'a vu, hein, Marquez en conférence de presse, je crois que c'était à Valence, avant GP. Un journaliste lui a posé la question, quel conseil vous pouvez donner à Mir et Rins qui vont grimper sur Honda l'année prochaine? Il a dit, Marquez, j'ai pas de conseil à leur donner, ça va être mes premiers adversaires. Ah non, mais de toute façon, Voilà. la différence qu'il y a entre lui et plein d'autres, autres que la vitesse et vraiment les choses techniques qu'il a apportées de pilotage et tout, c'est le mindset. Je veux dire, lui, il est là, quand il a mis son casque, il veut juste tuer des gens. Enfin, il y a rien, il y a pas de... Alors, on peut se dire, ouais, Quartararo, il est comme ça aussi, quand il a son casque et tout. Bah, c'est pas pareil, hein. C'est vraiment pas pareil, hein. Je veux dire, il hésite pas, Marquez, enfin, on va pas refaire la carrière de Marquez, mais, il y a des choses qu'il a faites que les autres feraient pas pour aller, et c'est ces choses qui te font gagner un championnat. Enfin, Tu qui vas te en font parler gagner de 2015. 8 championnats. On peut en reparler de 2015 si vous voulez. Non, mais Argentine 2018, sinon. On a bien vu qu'il Ouais. était fou furieux, genre. Mais on a vu qu'il était fou furieux, mais on a vu à quel point il était plus fort que les autres. Enfin, même pour moi, la course, je sais, c'est pas un podcast spécial Marquez, mais la course où on voit vraiment qu'il est sur une autre planète et que c'est le meilleur pilote du monde, c'est quand il se blesse à Jerez en 2020. Du monde carrément, Aussi. t'es pas dans l'excès non plus. Bah, en 2020, c'était le meilleur pilote du monde. Ouais, il est d'accord. On en parlera Enfin, dans il a un été, épisode. le temps de 3 tours en course? Non, peut-être pas 3 Du tours. monde, pas de tous les temps. Du monde. Genre, à l'instant T. On sait que c'est Marco Bezzecchi, ok. Oui. Pardon, on a divagué. Moi, je Non, pense mais que c'est Alex c'était Crivilla, intéressant. tu vois. Mais je veux juste replacer justement Marquez, donc qui est Dans les choux. Marquez. Non, il est 13e au général et il a fait un podium avec quasiment la moitié de la saison Ouais. hors des Et en plus, hors du paddock. je trouve qu'on a vu des flashs après son retour d'opération. Je trouve qu'on a vu des flashs du vrai Marquez, de l'ancien Marquez, sur des moves, notamment sa pole à Motegi. Et ces 3 virages avant de tomber à Aragon, ce qu'il fait au premier virage, je l'ai dit 15 fois, je pense, mais ce qu'il fait au premier virage d'Aragon, vraiment, regardez-le, ça n'a aucun sens. Il double tout le monde par l'extérieur comme si c'était des plots de chantier. Enfin, c'est juste les meilleurs pilotes du monde et tous ces mecs le gênent dans le premier virage. Donc, je trouve qu'on a vu des flashs de son retour. Physiquement, il n'était pas encore tout à fait. La moto n'y est pas du tout, ça c'est clair. Donc, il leur met la pression comme c'est pas permis d'ailleurs. Donc à voir. Mais bon, j'espère qu'il va revenir. Même c'est loin d'être mon pilote préféré, mais j'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau. Déjà faire une saison complète, ce serait pas mal. Ouais, c'est exactement. Mais là, c'est bien. Enfin, pour finir sur Marquez, je trouve que l'intérêt de revenir, on va dire à mi-saison, ça permet justement de consolider l'endurance, on va dire. Mais d'ailleurs, enfin pour moi, c'était avec du recul, c'est plus le cas, mais on en parlait au moment de son retour. C'était un move pour moi qui était un peu risqué puisque la consigne à la base c'était quand même je ne reviendrai que l'année prochaine. Je prends la fin de saison pour me reposer parce que je me suis fait opérer. Et au final, il est revenu comme un boulet de canon. Bon, il est tombé et il a fait 2-3 conneries qu'on a pu voir, mais c'était quand même un move risqué de revenir aussitôt. Je mets des énormes guillemets sur aussitôt parce que ça faisait quand même un moment. Mais il prenait le risque de ça passe ou ça casse. Et là, au moins, il a prouvé que son bras, il est remis et que le gros point d'interrogation sur Marquez, c'est ses problèmes de diplopie, problèmes que de toute façon, il pourra pas soigner. Ouais. Mais c'est un risque, une mauvaise chute et ça revient. Donc,
Après, c'est de toute façon un problème récurrent chez beaucoup de pilotes, les problèmes de vision ou à la tête. Et je crois que c'est Pierre qui partageait un article ultra intéressant sur les soucis neurologiques et psychomoteurs que peuvent avoir les pilotes et les sportifs en général. Je trouve que c'est un truc non négligeable quand même dans la suite de la carrière de Marquez à prendre en compte. Donc on verra, mais on lui souhaite pas que ça revienne et on lui souhaite de le voir revenir au meilleur niveau. Donc je pense que la saison 2023 va être intéressante de son côté. On espère. On parle de la 2022. Ouais. Quels sont les points forts pour vous? Mais je réponds pas ou Si, j'ai vas-y. le droit de répondre. Bah, Ducati. Ça, je m'y attendais pas. Ducati, au moins 3 ou 4 de leurs pilotes. Tu peux parler de Beziec? 3 ou 4, c'est-à-dire? Bah, forcément, donc je mets Bagnaia, Bastianini, Miller, Ouais. parce qu'ils sont dans le top. Sur les 3 dans le top 5, ouais. Et après, dans une moindre mesure, on peut mettre Martin pour sa vitesse et Zarco pour son début de saison. Mais les deux sont dans le top 9. Hein, donc, Ouais. Mais voilà, surtout la marque Ducati, je pense que ils ont su faire une moto et des équipes où tout était aligné pour qu'ils aillent chercher ce titre cette année, quoi. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Là, on a vu la suprématie. On a vu le travail qu'ils font depuis des années, notamment. Ils l'ont un peu jeté comme un malpropre, mais le travail qu'a fait Dovizioso de développement, etc. sur ces Et années. Lorenzo a Ouais, rappelé quand même que le succès de Lorenzo est Ducati. venu, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Mais oui, ils ont enfin réussi à capitaliser sur le travail qu'ils ont fourni depuis des années. On voit à quel point les ressources et l'énergie passée au développement payent maintenant. Là, ça fait longtemps qu'on se dit est-ce que la Ducati c'est la meilleure moto du plateau et tout. Je trouve que ça fait 2-3 saisons que la question ne posait plus. Là, la question n'a plus le droit d'être posée. Ils ont 8 motos, certes. On nous dit oui, c'est facile quand il y a 8 motos. Non mais enfin oui, d'accord, ça c'est un Tu peux argument avoir 8 à la très con. tôt de chantier. Non mais merde, exactement. Regarde, Yamaha ils en ont 4, c'est 4 daubes. Donc J'aurais dit Honda surtout. mais Mais t'as raison, c'est mieux alors choisir que Honda. Ça marche que aussi, deux hein. Aprilia ou 2 Suzuki qui font mieux que les 4 Honda. Ouais, exactement. Quand ils ont des pièces. Mais mais ouais, enfin en plus je trouve que ce qui a été vraiment grâce à Lorenzo de nouveau, mais ce que Ducati a réussi à faire vraiment d'incroyable, c'est de produire une moto qui est capable de s'adapter aux pilotes, s'adapter d'être à différents styles de pilotage. Là où les autres marques ont plutôt tendance à faire l'inverse, notamment Yamaha, Honda, à dire voilà, on a une moto qu'on va développer et ensuite on va essayer de trouver des pilotes qui ont un style qui va coller à la moto. Ducati, ils ont réussi à avoir une moto qui convient, même, mais ça fait longtemps, ça fait 3-4 ans que la moto elle convient à des mecs qui ont des approches complètement différentes de trajectoire, de tout ce que tu veux, d'usure de pneus, etc. Donc on a l'impression que c'est une moto qui est devenue, et je mets des gros guillemets, facile. Donc ouais vraiment giga top de la saison Ducati. Ouais, les rookies sont bien adaptés déjà l'année dernière. On le voit avec Bastianini. Et puis même Bezzecchi cette année, quoi. Il fait une... On en vient presque à se dire, quand tu regardes le classement, il y avait 5 rookies cette année, on en vient presque à se dire, donc Bezzecchi rookie de l'année, on en reparlera tout à l'heure sans doute, mais on en vient presque à se dire, ah ouais, mais bon, il avait une Ducati, quoi. Alors que, moi, j'aime beaucoup on en parlera tout à l'heure, on en parlera. Mais là, on peut en parler maintenant. Moi, j'adore Bezzecchi, mais tu m'enlèveras pas de la tête que tu donnes une Ducati à Raoul Fernandez, le titre de rookie de l'année, il est plus disputé. Je dis pas que Raoul Fernandez lui roule dessus, mais je pense que c'est plus disputé. Non, mais on peut aussi voir la difficulté ces dernières années que les pilotes qui ont quitté Ducati à changer de moto et à retrouver des motos moins faciles, genre Dovi sur Yamaha, bon, même s'il y avait une intersaison, enfin une pré-retraite, Petrucci quand il est parti chez KTM, et ils se sont cassés les dents sur des machines qui étaient moins faciles, effectivement. Ouais. Oui, parce que les pilotes Ducati, de toute façon, savent qu'ils ont une bonne moto. Quel serait l'intérêt de bouger quel serait l'intérêt de bouger pour eux sur des motos plus difficiles, à moins d'avoir envie de flinguer ta carrière ou ta fin de carrière ou de prendre des risques, comme a pu faire à l'époque Rossi en quittant Yamaha pour Ducati. C'était une bonne connerie, alors que la Yamaha à l'époque fonctionnait. Là, évidemment, ils vont pas laisser de la place. À moins qu'ils aient envie de signer Fabio, je vois pas pourquoi Ducati laisserait partir leur pilote alors que leurs pilotes savent piloter la moto. Bah là, ils sont obligés quand t'as trop de pilotes, Miller qui fait un excellent championnat, on le met dehors. Pourtant, il a pas démérité. Ouais. Monsieur, mais pour laisser la place, malheureusement, on n'a pas le choix, quoi. Mais là, enfin. C'est un problème de riche, alors les chouettes pilotes. Oui. Ah, mais de toute façon, on en a débattu. Vous en avez débattu et on en a débattu toute la saison. Ils avaient un problème de riche, ils savaient pas comment faire. On en reparlera peut-être aussi tout à l'heure. Mais avec la fin de saison, est-ce que tu regrettes pas d'avoir Tej Miller et d'avoir gardé Zarco? Moi, je pense que si.
Ah, moi, je suis pas convaincu. Ouais, je sais pas. Mais est-ce que, tu vois, comme Miguel Oliveira, est-ce que Miller aurait accepté d'être rétrogradé chez Pramac? Je pense que pas. Miller, il aura accepté Ouais, n'importe quoi du pour continuer à tout, rouler. je Hein. sais pas. Parce que Tant qu'il y a des Miller, bières décapsulées. Non, et puis je pense que là, KTM, il y est allé parce qu'il connaît avec des gros guillemets l'équipe et que c'est un peu le retour à la maison. Mais tu lui aurais dit, tu signes n'importe quelle moto, on ne garde pas chez Ducati. Il aurait dit oui pour moi. Et je pense que Pramac, l'équipe Pramac avait envie de garder Zarco parce que Zarco c'est la bonne patte et qu'ils leur font faire un peu tout ce qu'ils veulent aussi, C'est clair. tout ce qu'ils veulent. Et après Miller pour le coup est bon coéquipier aussi, mais Miller s'il a la possibilité de gagner, il y va. Zarco, tu lui dis t'as la possibilité de gagner mais tu restes derrière Pecco, il le fait. Non, donc, mais on peut parler de ça. non mais pardon, mais c'est la vérité. Parlons-en. Mais après, je pense que Miller est assez intelligent pour savoir que pour faire un beau championnat, vaut mieux avoir une Pramac qu'une KTM. Donc, effectivement, être rétrogradé chez Pramac, là où tu as passé 2 saisons quand tu sortais du Ducati officiel, ça fait un peu mal à l'ego. Je pense que ça fait moins mal que d'aller chez KTM. Parce qu'on sait très bien ce qui arrive au pilote KTM, le Superbike. Merci à Tech3. Rien à voir. Pas quand t'es dans un team usine, hein. Ouais, Après, mais c'est bah ça, après, il a pas signé il se chez casse Tech3 aussi, hein. Galgaz. Il se casse aussi les pilotes KTM. Regarde Oliveira, il se taille. Enfin, tout ça pour dire, effectivement, ouais, la Ducati, meilleure moto du plateau, by far. Pour le coup, ils ont vraiment roulé sur tout le monde. et petit aparté quand même sur le Superbike. Garner a dit qu'il partait en Superbike, mais que c'était pas fini en MotoGP. Donc, Oui, moi j'ai 32 ans, c'est pas fini en MotoGP non plus, on sait jamais. mais alors pour ça, il fallait faire de la piste. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai peur. Et sinon, gros top, parce qu'on va pas l'oublier, Quartararo aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Eh Mais pas Yamaha, pour le coup. Quartararo. Ah oui, c'est clair. Enfin, Yamaha, c'est les flops de la saison. Il y a un moment donné, il faut qu'il se réveille sur ce qui s'est passé cette année. Techniquement, c'est à se demander si ils sont pas en train de construire leur moto au fin fond de la cabane du Connemara là, et il y a deux peu qui tapent sur des bouts de ferraille pour être sûr que ça fonctionne. Donc pour moi, je comprends pas ce qui se passe chez Yamaha. C'est pas n'importe quel team non plus. Ils ont quand même un palmarès qui fait que. Et j'ai l'impression que d'année en année, ils ont des pilotes qui leur disent ça ne va pas, bougez-vous le cul. Et que sans Fabio Quartararo, ils seraient dans la même situation que Honda, c'est-à-dire avec aucune victoire. Et c'est pas Morbidelli qui va les sortir de là, parce que la preuve, Crutchlow vient, Crutchlow fait des meilleurs résultats que Morbidelli, alors que Crutchlow il a pas roulé depuis des années, il a plus forcément envie de rouler, et qu'il est pas censé être là, quoi. Donc je trouve que c'est un vrai problème. Après c'est une discussion qu'on a déjà eue dans la saison. Je pense que ça fait un peu comme Ducati à l'époque. Il y a un problème de direction chez Yamaha. Il y a un problème de dirigeants et qu'il va falloir à un moment donné que ça bouge, qu'il y a un vrai changement avec des gens qui écoutent vraiment, des moyens qui sont mis en place pour le développement de la moto. On le voit sur les tests de pré-saison où on fait tester un premier moteur à Fabio où effectivement il y a un meilleur moteur que ce qu'il a cette année. Là, il reteste juste après Valence, il y a plus rien qui fonctionne. Et derrière, on nous dit mais Crutchlow a testé un autre moteur, en fait, ils se sont trompés, ils ont pas mis le bon. Enfin, pardon, mais t'es en MotoGP, à quel moment tu te dis j'ai pas mis le bon moteur dans le camion et puis je me suis pas rendu compte en le montant sur la moto que c'était pas le bon, quoi. Donc je pense qu'il y a un vrai problème chez Yamaha et qu'il va falloir sortir les doigts. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser à un tweet que j'ai vu passer et qui m'a fait sortir de mes gonds et que j'ai trouvé vraiment exagéré sur des personnes qui disaient oui, ça y est, la saison a pas encore commencé, que Fabio est déjà en train de chouiner contre Yamaha. C'est peut-être que le problème c'est le pilote et pas la moto. Alors que on a quand même Marquez derrière qui de la même manière se plaint de Honda. Et, excuse-moi, mais Fabio, est-ce qu'il a pas la même carrière que Marquez, mais lui aussi se plaint et Marquez c'est pas n'importe qui non plus. Donc je pense que ce genre de réflexion n'ont pas lieu d'être et que comme tu dis, cette année c'est pas Yamaha qui s'est battu toute la saison, c'est Fabio qui fait que parce que c'est un très bon pilote. Les déclarations qu'il y a eu avant Valence, de la part déjà de Quartararo qui dit ce que je fais, Morbidelli il a qu'à le faire, il a la même moto, et Jarvis qui a fait la même, quoi. Ouais. Qui a aussi pas mal taillé Morbidelli. Après, c'est Yamaha, c'est pas les meilleurs en termes de com, hein, que ce soit chez eux ou RNF, c'est quand même les rois pour mettre des taquets à leur propre pilote. Donc je trouvais que Jarvis avait été patient parce que toute la saison il a soutenu Morbidelli. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que je me suis dit. C'est soit tu mets la pression quand il reste 5-6 courses et tu dis écoute, faut s'y mettre. C'est pas à Valence qu'il faut le faire, quoi. Valence, c'est le dernier GP de la saison. Mais c'est ultra surprenant qu'il l'ait gardé en plus de ça. Enfin, on se disait tous qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi il le garde encore l'année prochaine. Soit rétrogradez-le dans un autre team, même plus dans un team satellite, ils en ont plus.
ou ailleurs Tout en ce que fait. je vois, c'est qu'il a un contrat en or et c'est pense le lien que- avec la VR46 Oui, mais c'est que sûr. Yamaha veut pas rompre. Mm. Virer Comme Morbidelli, tu vas. virer Morbidelli, Ouais, c'est mais attends, non, mais attends, c'est casser quelque ouais. chose avec la VR46. Hein. Morbidelli, Ouais, mais il a été mis là parce que Rossi est parti aussi. Enfin, il y a des histoires de. Ouais, après, Morbidelli fait quand même une saison dingue. Oui, en 2020. Il fait vraiment une très très belle Ouais, mais saison. sur une moto de 2019, à Ouais, l'époque. c'est ça. Ouais. Il a jamais dû s'adapter sur la 2021. Après, et la 2022. ouais, mais quand ils le mettent sur la M1, pour moi, il y a rien de choquant. Vu la saison qu'il vient de faire en 2020, son début de saison 2021 est compliqué, mais il y a une place qui se libère avec le micmac de Vinales, etc. Pour moi, c'est pas choquant Non, tout semble de tenter Morbidelli. Ce qui est choquant, c'est de pas rompre son contrat là à la fin de la saison 2022, parce que par contre, ça fait une saison et demie que c'est dramatique de chez dramatique. Donc, Mais encore une fois, il y a un problème de moto parce qu'on le voit avec Dovizioso. Dovizioso se casse avant la fin de la saison parce ça joue aussi sur le. Alors Cyril va pas être d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a aussi le fait que la moto, tu peux rien en faire, et quand t'es un pilote et que t'as un peu de recul dessus. Bon, en l'occurrence, Dovizioso, il fallait qu'il se casse et qu'il parte en retraite parce qu'il a envie de faire du motocross et qu'il sait qu'il a encore l'âge pour en faire. Mais il y a un vrai problème sur ce team, et là, qui garde Morbidelli, comme tu le dis, ça n'a aucun sens, c'est pas cohérent. Et en même temps, après, s'il le garde pas, il le met où? Enfin, après, il garde Nakagami, donc. non, mais ouais, ils le mettent où ils veulent, c'est pas le problème. Tu vois, ils le mettent super à bête. faire le café, tu vois. Mais ouais, moi je comprends pas trop, effectivement, comme vous, je suis d'accord qu'ils le gardent et tout. Enfin, après, c'est pas si simple de rompre des contrats. Ils ont réussi à le faire avec Vignales. Je pense qu'ils ont laissé un peu de plume. Oui, ou alors c'est un les peu- pilotes qui leur Mais qui les tu vois, en impriment. parlant de Vignales, excuse-moi de te couper. Ah, vas-y. Vignales et Morbidelli, ils ont exactement la même chose. Ils ont commencé sur leur nouvelle moto et leur nouveau team fin 2021, et la progression entre les deux est pas du tout la même. Ah ben. L'adaptation. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Mais Vignales, c'est quand même on a un peu oublié. Vignales, c'est très très fort aussi, tu vois. Donc moi, Morbidelli, je suis vraiment giga dessus. Putain, on est en train de faire des flops alors qu'on était dans les tops. Mais moi, je suis pas déçu. Morbidelli, enfin, moi, je l'attendais vraiment fort. En plus, c'est un pilote avec un style sur la moto qui est intéressant, un style en dehors de la moto. Je trouve qu'un personnage sympathique et tout. Ouais, on comprend pas comment d'un coup comme ça, il a éteint la lumière en fait. Il se passe plus rien de chez plus rien. Le classement, je l'ai plus sous les yeux, mais il est derrière, devant Binder de pas grand chose. Il est devant. Il est derrière Nakagami qui Il est juste derrière Nakagami, juste derrière Alex Marquez, derrière Paul Espargaro quand même. Ouais, non mais C'est, Même humainement, en fait, tu sens qu'il y a plus. ouais. Il est vide en fait. Enfin, t'as l'impression. 42 points sur la saison. Même en termes de 2 points communiqué. par course. Ouais, donc c'est vraiment. Mais même en termes. 14e de moyenne. Même en termes d'interview ou d'après-course, enfin, ces débriefs sont pas dingues. Tu vois qu'il tourne en rond et il sait pas où C'est ça. Je sais pas quoi dire. Je vais pas vite. Et à côté de ça, t'as Jarvis qui dit Morbidelli a passé trop de temps à s'investir dans le développement de la moto. C'est pas ça qu'on lui demande. Pardon, Ah mais fallait lui dire quand il le faisait du coup. Ouais. Alors que Bagnaia, pour le coup, au Qatar, après la catastrophe Ducati au Qatar, bon, Bastianini gagne, mais sur une moto de l'année précédente, mais les GP22, c'était une catastrophe. Il a engueulé Ducati, il a dit, je suis pas un pilote de développement, maintenant vous me faites marcher cette moto. On arrête de mettre des nouvelles pièces, et je veux vous faites marcher la 2022. Après, Quelle c'est autorité culotté. du pilote Ouais, italien. c'est quand même culotté parce que quand t'es pilote de team officiel, t'as quand même une part de développement à assurer. Oui, mais une fois que le championnat commence, on arrête. Enfin, faut stabiliser la moto, et c'est là qu'il faut jouer le championnat du monde. Et en plus, quand c'est chez Ducati, c'est pour ça que t'as un mec comme Zarco qui Oui. teste toutes les pièces possibles et imaginables. C'est Jean-Michel Tester. Il teste même les consignes de course avant tout le monde. Moi, en top, j'avais Bastianini. Ah, étonnamment. Ouais, parce que il fait une belle saison rookie l'année dernière, notamment à Misano et tout. Il fait une belle course et je me suis dit tiens, va falloir le surveiller et tout. Et là au Qatar, alors déjà il présente la moto en pré-saison Grésini. Je fais elle est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et là il arrive au Qatar, je fais elle est toujours aussi moche, mais par contre il m'a mis une grande. J'ai fait par contre je vais gagner la course frérot. Et derrière il fait une super saison. Au Mans on était sur place, il domine dans la tête Bagnaia, il va le faire chuter et tout. Il a pas eu peur d'y aller en Aragon et surtout à Misano. Alors, à Misano, les gens étaient là, oui, il a laissé gagner et tout. Alors, regardez la course, monter sur une moto un jour. Enfin, c'est pas pour faire le malin, mais au début du tour, il a 2 doigts de découper déjà. Donc, je pense que quand il est en glisse des 2 roues et qu'il arrive comme ça dans la moto, il ne contrôle plus rien. Et en plus, il essaye de le sauter sur la ligne. Hein, donc, très clairement. Donc, moi, j'ai Sepang aussi. Ouais, Sepang pareil. J'adore son état d'esprit, j'adore son style. Je suis pas très très fort sur mes bet-clics, hein, mes paris sont rarement bons. Sur l'année prochaine, quand même, c'est le deuxième sur lequel je mettrai une petite pièce. On en parlera à la toute fin, on fera des pronos. Donc ne le faites pas du coup. Voilà. Mais Suivez les pronostics de Pierre surtout.
Mais ouais, vraiment Bastianini, gros crack, j'aime beaucoup. Et puis il y a un côté, contrairement à Bagnaia, charismatique. Je suis vraiment, il est agréable à voir, à entendre. Ouais. Après, on aurait pu s'en douter. Enfin, Perna, il a quand même le nez fin Dans la pour trouver poutre. des. Ça sort de nulle part, désolé. Je suis sûr, non mais il a une tête. Voilà. Mais non, mais enfin, Perna, il a quand même, c'est quand même un dénicheur de talent assez. Callo. Ouais. Voilà, c'est incroyable. D'ailleurs, c'était très drôle sur les tests de post-saison pour 2023. Bastianini qui arrive chez Ducati. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que quand on l'a vu dans sa combi rouge sur la Ducati, pour moi, Là là, ce style. non mais déjà, il a un flow incroyable pour parler très rapidement du style du pilote, mais juste en fait pour moi, il avait jamais. C'est comme s'il l'avait toujours eu sur lui, quoi. Ouais. Juste, il l'avait mis en dessous de celle de Grésini, mais il l'a enlevé. Il était en mode c'est bon les gars. Et bon, par contre, il se prend une bonne gamelle sur les essais dès le début. Mais ça donne envie de le voir rouler l'année prochaine, quoi. Et du coup, pour en revenir à Perna, c'était très drôle puisque il y avait les affiches avec Pas de photos, pas de bière, pas de tout ça et pas de Perna barré. Parce que ils savent très bien que Perna c'est un peu un chacal. il parle beaucoup. Hein, ouais, Perna. il parle beaucoup. Il a Puis foutu la il met merde dans son le nez- backstage. Ah ouais mais il le fait déjà un peu dans certaines interviews dans un Ça va être sympa. dans un des magazines, il parle de Bastianini et il met des petits taquets aux autres pilotes. Je pense qu'il y est pas pour rien sur le petit tacle que Zarco a mis à Bastianini en disant on s'entend tous très bien sauf avec Bastianini. Et je pense qu'il a reçu des consignes en disant t'es là pour gagner, t'es pas là pour faire copain. Et en même temps, c'est ce qu'on attend. Donc Après, Bastianini, ça reste quand même, il arrive en rookie, il fait une saison qui est quand même très, très intéressante et il confirme derrière. Donc, c'est quand même une bonne pioche pour Pour moi, Ducati ça a de été l'avoir recruté, quoi. pour moi, ça a été en dents de scie quand même. Il y a eu un petit moment down dans Au la début de la saison. saison, Ouais, ouais. le moment Martin Bastianini qui ira chez les Ducati, la révélation dans le prochain épisode. J'ai trouvé que les deux se mettaient tellement la pression, tellement la sauce qu'en fait ils faisaient des erreurs de rookie qu'ils devraient plus faire parce que c'était l'année dernière et pas cette année. Et j'ai trouvé ça un peu dommage et du coup j'avais peur que ça ternisse un peu son début de saison. Et au final, cette fin de saison, merci d'être là, t'as me fait un peu le spectacle parce que sans toi on se serait fait un peu chier. Ouais, très clairement. S'il avait pas été là, on se serait fait chier. Et en plus, t'as parlé du choix Martin Bastianini. Quand ils étaient en train de le faire, on comprenait l'hésitation entre les deux, parce que Jorge Martin, bon moi il m'a hyper déçu parce que ça peut être que j'aime beaucoup, mais à ce moment-là on se disait ça va pas être facile de choisir. Là ils ont fait leur choix. Depuis c'est le bon, c'est sûr quoi. Après, Martin, il s'est éteint tout seul, hein. Ouais, mais il a besoin de personne pour tomber, pour s'éteindre, pour ouvrir sa bouche, il fait tout seul. Hein. Mais à la reprise estivale, il y a eu quand même un regain aussi de Jack Miller et je m'étais dit il démérite pas. Jack Miller qui à ce moment-là de dominer Bastianini et Martin. Bon, Mais après, Miller, en fait, il s'est mis à rouler trop tard. Ouais. Enfin, il aurait fait un début de saison comme ce qu'il a fait, on va dire, un petit peu avant l'été et après l'été. Tu te posais la question de le garder, mais fait un mauvais début. Enfin, son début de saison est pas terrible. Ouais. Donc, tu forces un peu la décision en disant tu vas pas le garder parce qu'il il va falloir faire monter quelqu'un, quoi. Bagnaia, pourtant, il voulait garder Miller, lui. Il s'est dit, oui. moi, lui, il me fait pas chier, quoi. Mais la course, moi, Miller, il m'a étonné à Motegi. La course qu'il fait à Motegi, je suis de mémoire d'homme, on n'a jamais vu Jack Miller faire une course comme ça. c'est vrai. Sur le Gagner sec, comme ça, ouais. sur le sec, je veux dire, en plus, le virage, le freinage qui est le plus compliqué de la saison, celui qui, à un moment donné, il en double deux d'un coup et tout. Enfin, il était sur une autre planète. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, quand même, je pense qu'ils ont bien fait de prendre Bastianini parce que Bastianini, C'est un pari sur l'avenir et qui est déjà payant. Donc, ouais, et Bastianini, tu sais que c'est le mec qui un jour jouera vraiment un titre et peut gagner un titre. Là où Miller, Mais pour il est trop Bastianini, il y a deux choses qu'il va falloir qu'il apprenne à gérer. Déjà, c'est développer une moto, parce que là, il l'a jamais fait. En Parle- 2 ans. parle anglais. Il parle pas très bien anglais. C'est vrai, en plus, il a dit qu'il fallait qu'il apprenne à mieux parler anglais. Ouais, et puis gérer la pression d'un team usine, quoi. Je pense que ça va C'est aller. pas la même chose. Et puis il y aura la pression. Je pense que Bagnaia va se faire un plaisir. Ça a pas l'air d'être le genre de pilote à faire ça, mais je pense qu'il va se faire un plaisir de lui mettre la pression aussi pour garder sa place de pilote numéro 1 dans le team. Après, les déclarations de Ducati après la course, c'était il y aura pas de mur l'année prochaine. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir parce que je Il pense aura que pas de mur au Qatar. Enfin, à Portimao, Oui. peut-être comment. Il va arriver avec des aglos. Mais ouais, du coup, Bastianini en top. Et en autre top, je me permets d'enchaîner. J'ai Vas-y. fait 2 Aprilia. Alors, une et demie, moi j'en mets qu'une et demie. Ah bah moi j'en ai 2. Ouais. Alex Espargaro, belle saison, etc. Il dans la joue... première partie de saison.
Non, mais même. Non, 3/4, il va Ouais, jusqu'à 3/4 et 3/4, après ça ouais. lâche. Ouais. Il gagne enfin sa course, il peut partir à la retraite tranquillou. Donc non, vraiment belle saison. Et moi, je trouve que Viñales c'est une saison honnête, pas au niveau où on l'attend vraiment. Enfin, moi, Viñales c'est un pilote que j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien qu'il soit un peu mieux, mais il fait quand même 3 podiums sur la saison. Sachant de là d'où il vient, pour moi, c'est quand même plutôt un top aussi Viñales. Et Aprilia de manière générale, qui arrive de nulle part, la moto était vraiment très compliquée. Et là, cette année, elle est bien. On en met 2 de plus l'année prochaine avec 2 bons pilotes et tout. Je suis vraiment content. Ouais, ultra frustrant pour moi la fin de. Alors, tout le monde sait que c'est pas un pilote que j'apprécie et pour une fois, je vais dire quelque chose de gentil, mais ultra frustrant pour moi de voir la fin de saison d'Espargaro quand il dit que le team te dit et que lui te dit en fait on n'avait pas assez de pièces pour faire des choses correctes, que les pièces avaient trop de kilomètres ou étaient trop usées. Je trouve ça ultra frustrant pour lui parce que il était en mesure de faire des choses, il se battait pour une bonne place au championnat, il s'est fait bouffer par Bastianini. En même temps, Bastianini a eu raison d'y aller, mais j'ai eu l'impression que vraiment il a eu une fin de saison où mentalement il y était plus quoi. Enfin, il y a quand même eu 2 coups durs. C'est le coup où il loupe le dernier tour, donc ça c'est pas facile de revenir. Il a réussi à revenir. Et quand ils le font partir avec la mauvaise carto, la première erreur, c'est la sienne aussi. Oui, donc, la première erreur, c'est la sienne. Je pense que c'est encore plus dur, du coup, de passer au-dessus du fait de se dire, merde, j'ai été con, j'ai loupé un tour. Enfin, après, il perd pas beaucoup sur le coup. Il perd peut-être que 1 ou 2 points. C'est pas énorme. Mais c'est ce que j'allais dire. Il perd énormément. Et voilà, j'allais dire exactement la même chose. Il perd pas grand-chose. Ok, elle fait mal à l'ego, comme tu dis, mais il perd peut-être 3-4 points. Là, il perd potentiellement, alors sa déclaration d'après course est dramatique. J'allais gagner facilement et tout, frère, arrête un peu. Mais potentiellement il prenait 20 points, ou 20 ou 25, et là du coup pas pareil. Hein. Quand il arrive avec Malaisie, s'il arrive en Malaisie avec 20 points de plus, je crois qu'il est devant ou pas loin. Ça fait qu'il a 20 points de plus. Ouais. Ça fait qu'il. Donc ça aurait pas été pareil. Donc ouais. Après n'oublions pas que personne ne misait sur Espargaro non plus, même son propre frère. Hein, lui non plus. Ah ouais, surtout pas son frère. Connaissant les deux. Non, mais je suis d'accord pour Aprilia. Viñales, c'était un peu en dents de scie. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que j'ai fait un tweet assassin à mi-saison quand j'ai appris que Viñales avait renouvelé pour 2 ans dans le team officiel Aprilia. Et je trouvais ça bon, mais parce que jusqu'à présent, Viñales n'avait rien montré sur l'Aprilia. Et juste après, il se met à performer et du coup, voilà. C'est tant mieux pour lui et oui, il a montré des belles choses, c'est pas assez régulier. Ça me fait penser que Bastianini aussi n'est pas assez régulier sur sa saison. Il y a des fois où il a complètement eu des trous d'air et Viñales du coup un peu pareil. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'il travaille. Quand t'es pas en mesure de gagner la course et que tu veux jouer un titre de champion du monde, faut pas sortir du top 8 quoi. Ce qu'a su faire assez bien Quartararo d'ailleurs cette saison. Enfin pour clôturer sur Viñales, moi c'est ça, c'est à la mi-saison, il a commencé en fait à performer. Moi je dis il faut absolument que ça tienne jusqu'à la fin de saison. Et ça a pas tenu, quoi. Ça a tenu 2-3 courses après, où effectivement il fait 3 podiums en 4 courses, mais après ça revient à son niveau de l'année dernière. Donc moi après effectivement il y a le problème de pièces, où là c'est quand même un peu con quand on arrive là. Il y avait une belle promesse, mais moi il manque un peu quoi. Ouais, je suis d'accord. Après au niveau des bonnes surprises, on peut quand même parler en top. On a parlé beaucoup du Ducati, mais on peut dire Francesco Bagnaia. Vraiment insister sur sa saison. C'est 91 points de retard. Il a vu la meilleure moto. C'était facile. En Allemagne, en plus. Et il finit, je crois qu'il reprend 114 points au total à Quartararo. Incroyable sa saison. Dans tous les sens du terme, hein. Il part de très très loin, tellement il commence mal sa saison. Et il finit champion du monde avec la pression qui va au bout, avec les statistiques, dernier pilote italien titré, dernière Ducati titré, tout ce qui va avec. Hein, on sait qu'en Italie, ça regarde beaucoup le MotoGP. Il a été énormément critiqué. Voilà, juste pour souligner le travail qu'il a fait. Les autres Ducati l'ont pas fait, donc c'est d'autant plus important. Et à voir l'année prochaine parce qu'il sera candidat à sa propre succession forcément et c'est plus difficile de garder un titre que de l'obtenir le premier, je pense. Ouais, je suis d'accord avec ça. En plus, Bagnaia, moi j'ai toujours vu comme un pilote de série compliqué de faire une saison vraiment dans la régularité. Par contre, il peut enchaîner 3-4 courses catastrophiques et faire 3-4 courses incroyables. Et on l'a vu, en fait, au moment où c'était sa dernière chance, donc sorti de Saxonnerie, il avait 91 points de retard, c'était maintenant, parce qu'après c'était trop tard, il aurait pas pu. Il a réussi à enclencher une série incroyable, vraiment incroyable de victoires et de podiums, parce que je crois qu'il y a que quand il chute au Japon et à Valence qui finit pas sur le podium de toutes les autres courses de la saison. Et surtout, il en gagne 4 et il fait deuxième, à Aragon.
Voilà, donc il enchaîne sur 5 courses, donc 125 points à prendre, il en prend 120. Donc en fait, c'est exactement le genre de pilote où quand il enclenche le truc, tu sais que pendant 1 mois et demi, les autres, ils peuvent rien faire de toute façon. Il est sur une autre planète, sur un tour. Il est incroyable aussi. J'ai l'impression que cette année sur un tour, aujourd'hui, à part Jorge Martin, peut-être, qui est vraiment peut-être encore un petit poil au-dessus. Mais sur un tour, le samedi, il est vraiment trop fort. Là où Quartararo, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, et moins de vitesse, hein, les qualifs, moins de vitesse sur la Riam et tout. Mais ouais, Bagnaia, incroyable. Moi, c'est un pilote que j'aime bien en plus aussi. Vraiment belle saison, méritée, capitalisée depuis la fin de la saison dernière où il chute à Misano, mais il faisait une belle fin de saison. Il avait fait grosso modo la même saison, mais il s'enclenche trop tard en fait en 2021. Ouais. Là, il s'est enclenché pile poil au dernier moment. Alors après, attention parce que ça va pas marcher à tous les coups. Hein. Donc ça va pas marcher avec tout le monde. Hein. Attention quand même. Et puis ouais, exactement. Donc ouais, top Bagnaia aussi, très clairement. Bah, il va être deux fois. Mais oui, en plus de ça, on pourra jamais lui enlever. C'est que même si l'année prochaine il renouvelle pas son titre et on lui souhaite quand même, il a quand même unlock des titres et des records historiques qu'on a déjà cités. On va pas tout vous refaire avec cette victoire. Donc un épisode complet dessus. Ouais, quasiment. Vous pouvez écouter le dernier épisode débrief de Valence. Pierre se fait un plaisir de vous faire le récap de tout ce que a remporté Bagnaia avec cette victoire. Mais c'est quand même un truc qu'on pourra pas lui enlever et qui rajoute au fait que c'est le pilote de la saison. Même si Fabio a de quoi se battre cette saison, c'est ce que tu disais, Pierre, mais c'est vraiment un titre qui est mérité, et autant pour lui que pour Ducati. Je trouve que même en termes de stratégie, alors on reviendra pas sur les consignes de course parce qu'on en a assez parlé, je pense, et que le Zarco Gate, c'est bon, on s'en passe. Mais en termes de stratégie, il a vraiment été encadré par Ducati, il a été soutenu par son team, et c'est ce qu'on attend d'un team MotoGP. De toute façon, c'est qu'ils sont tous, les mecs, que ce soit du mécano au mec qui fait le café, ils étaient tous derrière lui pour le soutenir. Les autres pilotes étaient conditionnés chez Ducati pour la plupart pour le soutenir aussi. Enfin, pour moi, c'est une victoire autant individuelle que collective pour Bagnaia, et c'est important à noter parce que c'est pas le cas pour tous les teams, et ça fait plaisir à voir pour une fois en MotoGP, et de voir tout ce que ça a impliqué chez Ducati cette saison, c'était important. Moi, en bonne surprise, j'avais quand même la fin de saison de Rins. Parce que putain, comment ils étaient descendus bas, les gars. Ça sert plus à rien, il est trop fort. Mais c'était vraiment cette saison de Suzuki. Déjà, bon, Suzuki, allez vous faire foutre, vous êtes vraiment débiles. Non, ils ont plus de sous, c'est pas pareil. Non, mais ils ont plus de sous, mais à un moment donné, putain, tu fais une moto qui fonctionne, c'est ce que je disais à Pierre la dernière fois. Vraiment, écoutez le dernier épisode parce qu'on fait beaucoup allusion à cet épisode, mais c'est vraiment, t'as une moto qui peut gagner, t'as un pilote qui peut gagner, qui est en mesure de gagner, tu dis, allez, je me casse, j'ai plus de thunes, je préfère aller me concentrer sur faire des motos de merde que personne n'achète. C'est justement parce que personne n'achète des motos qu'ils ont plus de thunes. Allez acheter des Suzuki, les gars, putain. Franchement, pour en avoir une, ne faites pas ça. Moi aussi. Alors pour en avoir eu 2, ne le faites pas. Faites comme Yamaha, vendez des pianos et des tondeuses, et je sais pas, mais c'est vraiment... Honda qui vend des tondeuses. Ouais, ils vendent ce qu'ils veulent, à un moment donné, tant qu'ils ramènent des sous pour être en MotoGP. Mais là, c'est vraiment, pour moi, c'est frustrant. Autant pour une équipe, cette fin de saison, elle est frustrante. T'as Rins qui revient à son meilleur niveau, et en fait, tu vas avoir une équipe d'ingénieurs, de toutes ces personnes qui bossent. Il me semble d'ailleurs qu'avec chance, la plupart ont retrouvé du taf. Il y a les personnes de la com qui ont pas retrouvé de taf chez Suzuki. Je pense que c'est peut-être fait depuis, mais c'est les seuls, il me semble, qui n'avaient pas retrouvé de boulot. Mais t'as un team où le dimanche tu gagnes, tu finis sur le podium, tu vas célébrer. Le lundi c'est fini, t'as plus de moto, tu démontes ton motorhome. Enfin, je trouve que c'est tellement dommage, et même Rins et Mir, enfin, ils ont fait un début de saison qui était correct et qui était. Ils étaient dans le coup jusqu'à. C'est ça. Après Suzuki, ils ont. Enfin, dans le coup, c'est relatif quoi. Ouais, mais après Suzuki, vraiment, désolé, du coup, je dérive sur Suzuki au-delà de Rins, mais ils ont une manière de faire les choses qui moi me dépasse. C'était déjà le cas avec la victoire de Mir il y a 2 ans, où ils ont pas du tout pas capitalisé sur ça. Ouais, voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Ils ont pas capitalisé là-dessus. Ils ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire dessus. C'était juste vraiment, on a remporté un titre, on sait pas trop comment, on était là, on est venu, on a tenté, ça a marché. Ils ont pas joué dessus, ils ont pas donné à Mir la place de champion du monde qu'il aurait dû avoir l'année dernière. Et là, en début de saison, ils avaient 2 pilotes qui fonctionnaient.
Et ils se sont juste pointés un matin en disant, en fait, les gars, l'année prochaine, on n'est plus là, vous avez plus de moto. Ben, tu m'étonnes que les pilotes, à un moment donné, ils sont plus dans le coup. Parce que, évidemment, même si tu montres que tu pilotes bien, si derrière, t'es pas là à aller chercher ta place pour l'année prochaine, ça fonctionne pas. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait, et qu'une fois que tout était signé, Rins, il s'est dit, allez, c'est bon, moi, j'ai plus rien à perdre, la moto, elle roule, elle fonctionne, autant que j'aille devant. Et il a fait des très belles courses cette fin de saison. C'était du Rins, quoi. C'est son niveau, et on est content de le voir à cette place, quoi. Après, c'est vraiment un pilote très irrégulier, quand même. Oui, moi, je l'aime beaucoup. Mais Il fait beaucoup d'erreurs. ouais, voilà. Suzuki peut pas capitaliser sur lui pour pouvoir rester en MotoGP, c'est pas possible, quoi. Enfin, Non, pour mais moi, t'as un champion du monde dans ton team, t'es pas capable de faire ce que t'es censé faire avec. exactement. Mais Et ils ont déjà eu le problème au début des années 2000 avec Kenny Robert Jr. Mais ils avaient, je trouve, le bon alliage du pilote Mir, Rins. Mir, qui est un pilote qui a peut-être un peu moins de vitesse, mais très régulier, fort dans la tête, etc. Qui lui va te rapporter des points quasiment à chaque course, sauf cette année où bah peut-être que mentalement avec le départ ça l'a un peu fait craquer. Et Rins très vite capable de gagner des courses, mais capable d'aller se mettre dans les pneus aussi à n'importe quel virage. C'était vraiment pour moi un bon attelage de pilote, malheureusement. Mais ouais, bah de toute façon, enfin c'est dommage parce que c'est une marque historique. En fait, c'est un des constructeurs de motos les plus iconiques. Tout le monde, enfin, quasiment tous les motards ont roulé un jour en Suzuki à un moment donné. Ils ont fait des motos dans les années 90 qui étaient incroyables. Donc, ouais, c'est dommage de pas les voir, comme de pas voir d'autres marques dont on a parlé tout à l'heure. Mais bon, ça fait chier. On va passer aux déceptions. Ah non, attends, moi je vais rajouter un truc sur les tops quand même. Bezeki. Forcément. J'ai en top aussi. Kevin, alors, tu l'as mis en top, c'est quand même culotté de ta part vu ce que tu lui mets dans la gueule toute la saison. Excusez-moi de le... Je répondrai pas. Mais pour moi c'était vraiment une bonne surprise parce que rookie cette année en moto 3 et en moto 2, bon il faisait pas, ok il était troisième l'année dernière, mais il était pas flamboyant dans ses saisons. Et là, ok, il y avait quand même des rookies qui avaient des charrettes derrière cette année, comme Fernandez et Garner. Mais il a quand même su prendre la place qu'il doit avoir, prendre l'expérience qu'il doit avoir. Et que ce soit lui ou Marini, de toute façon, la VR46, pour moi, fait une vraie bonne fin de saison. Marini, je trouve qu'il est un peu sorti de ce truc du frère 2. T'es là juste parce que t'es le frère de Rossi. Non, il est là parce qu'il sait piloter. Et Bezeki, c'était un peu ça. Il a fait un podium, ce qui est pas dégueu sur une saison de rookie. Après, il y en a d'autres qui ont fait mieux, évidemment. Toujours faire mieux. Mais pour moi, il a su montrer qu'il valait quelque chose. Et pour moi, du coup, il fait partie des tops de cette saison. Après, oui, effectivement, il roule sur une Ducati. C'est facile de rouler sur une Ducati, blablabla. Mais il faut signer chez KTM, c'est tout. Non mais il faut savoir rouler, il faut savoir piloter aussi. Et tout bon pilote va donner une Ducati à Binder petit frère. Je suis pas sûr qu'il fasse la même chose, quoi. Je pense qu'il fait pareil que Didier Antonio. Bah, Didier Antonio, on peut en parler avec Kevin. On n'est pas d'accord sur le sujet, mais Ok, mais je vous rejoins sur Bezeki. Moi, je le mets en top, Bezeki. Après, je pense il fait une belle saison rookie. Il fait pas une saison rookie incroyable. On n'a pas dit qu'il allait être champion du monde. Non. Bah, moi aussi. Moi, j'espère qu'on n'a pas dit. Mais parce qu'en fait, j'ai le classement sous les yeux. Il est derrière Marc Marquez qui loupe la moitié de la saison. Il est devant Mir qui loupe une grosse partie de la saison aussi. Et après, derrière lui, c'est le clan Honda. Donc après, il fait une belle saison rookie. Il fait un podium. Il s'est montré. Il a fait des top 5 et tout. Bon, donc top. Pour un rookie, c'est bien. Ouais, non, mais c'est bien. Faut continuer c'est une belle saison pour se lancer et faire une belle carrière. Je sais pas combien était Bastianini l'an dernier. Bah, mieux que ça, à mon avis. Je vais aller vérifier, mais à mon avis, il était mieux que ça, Bastianini, parce que je crois qu'il fait 2 podiums en 2021. 11e, donc il fait mieux. Et Jorge Martin fait 9. Et c'était rookie tous les deux. Donc il fait une moins bonne saison que Jorge Martin et Bastianini. Pas la même moto et pas le même. Non, mais bien sûr. Non, mais enfin, c'est pour rien enlever à Bezeki. Il fait vraiment il fait une belle saison. Donc à voir pour la suite. Moi, c'est un pilote que j'aime bien aussi. Donc j'adore ses cheveux. Donc, alors, sachez que je pense qu'il fait des compliments vraiment sur Vietti et Bezeki juste parce qu'on est là et qu'on est en présentiel et qu'il sait que je peux passer par-dessus la table et les mettre en scandale. Il t'avait invité sur ce podcast, ça n'a pas été la même ambiance. En fait, c'est les copains. Non, en fait, c'est Yvan et Adrien qui ils m'envoient des, du coup, je suis un peu énervé. Quoi? T'as des mauvaises ondes avec voilà, tu vois, du coup, je suis un peu plus énervé là, vous êtes tranquille et tout, donc je m'adapte. Tu vas sur eux parce que tu sais qu'ils écouteront pas le Ils écouteront pas du tout. Et puis Yvan et Adrien, même quand je suis là, ils se canalisent, hein. Pas souffle là? Ouais.
On a déjà fait Est-ce qu'on rajoute une couche sur Suzuki ou c'est bon, on a dit ce qu'il y avait à dire? Parce que moi, c'est vraiment mon flop de la saison. Bah ouais. Mon flop principal, j'ai Mir. Donc, Moi, j'ai la direction de course. Ouais, mais Ouais. en dehors des teams, mais dans les teams. Bah, Yamaha, Honda. KTM. Honda, hein. Supreme. tous les types sont éducatifs. Non, parce que KTM, tu peux dire que bah, déjà Oliveira en gagne 2 selon des conditions, et puis Brad Binder, il fait du Brad Binder, quoi. Il arrive à faire 2 à la balance, il arrive à faire des remontées de fou toute la saison. C'est juste qu'il se qualifie mal. Mais KTM, c'est une marque qui progresse, mais c'est pas non plus un flop Ils ont des total. moyens en plus. Ils ont un pilote d'essai qui tient la route. Ils ont envie d'y aller. Ouais, Donc, à mon avis, c'est une transition. Quoi. ouais, Je pense c'est que pas. ils sont capables d'avoir une moto très très bien l'année prochaine. Je les mettrais pas en flop. C'est dur quand même de dire que c'est un flop. Après, sauf s'ils annoncent, on est champion du monde en 2022 et ils le sont pas du tout, quoi. Je pense que Moi, j'aurais mis un mini flop. Pas un gros, Ouais. mais un mini. Binder sauve la mise, hein, pour moi, chez, Ouais. enfin, Ouais, Oliveira puis aussi. Oliveira avec 2 Ouais. victoires. Donc les officiels sauvent la mise, les quoi. officiels, oui, mais Oui. alors les rookies, Le reste, pardon. cata. Et puis Oui. au-delà de la moto, de la technique sur la piste, putain, mais ils sont comportés comme des cons, pardon, comme excusez-moi, comme des KTM, KTM, Il y a eu des j'entendais. courses, il y a eu des courses où Mais, vraiment on les a pas vues du tout. Hein. Vraiment, où il y a aucune KTM dans le top 10, quoi. Bah, ils sont pas filmés déjà. Comme Zarco. Tu penses à quoi comme comportement, par exemple? La conne qu'il y a eu sur Gardner. Ah ouais. Alors je pense pas Manque de je pense pas aux personnes emblématiques qu'on connaît chez KTM qui sont Poncharel, Guy Coulon, etc. Parce que cœur sur eux, Yes. eux heureusement qu'ils sont là, mais mais bordel, putain, cette communication d'où il est pas professionnel, on va pas le garder, on va pas si. Par contre derrière tu gardes Fernandez, t'en mets 3 couches sur Fernandez. Alors pardon, Fernandez était pas meilleur que Gardner cette année. Oh si, il est devant d'un point. Ouais, super. Ouh. Sur la dernière course, mais ça. juste bordel, arrêtez d'en mettre plein la gueule à vos pilotes par médias Il y interposés. a ça, il y a Oliveira. C'est le mec Ouais. qui t'en rapporte 2 et tu dis bon mec, on va te rétrograder dans le team satellite, si t'es d'accord. Mais surtout que sur sa carrière, il en gagne combien avec KTM 5 ou 6, quoi. Ouais. Je crois, oui, il est au minimum à 5. Ouais, et ce manque de respect de le proposer alors que, Alors qu'il domine Brad Binder en termes de victoire et domine largement Binder. Alors, parce que Binder, sa victoire incroyable, c'est sous la pluie dans des conditions. Avec non, des il y slicks. a Cella Burno. Ouais, alors Ouais. oui, et il y a Cella Burno Il y a- aussi. Oui, voilà, mais celle sous la pluie, elle était quand même. Elle était folle. Mais je suis d'accord avec toi. Alors si à la place de KTM, tu dois faire le choix entre Oliveira et Binder. Je pense que je choisis Binder aussi, quand même, parce qu'il m'a l'air d'être. Il est plus jeune et en plus il a une carrière en jeune vraiment plus aiguisée et je pense qu'il a plus de vitesse, etc. Mais je remets pas en cause en fait, Oliveira, c'est ça, je me dis, je continue avec le même. Ben, moi je pense que j'aurais fait ça parce qu'à mon avis changer Oliveira pour Miller, je pense que c'est un choix de merde. Parce que là, attends, c'est qui le team officiel l'année Binder prochaine? Miller. Ouais. Ouais. C'est juste pour la rime, je pense pense de qu'ils vont talent, faire. et je pense que sur la Aprilia, on va le voir faire des choses intéressantes. Oliveira. Moi je pense que ouais, pour moi Oliveira c'est pas moins fort qu'Alex Espargaro. Ah non. Ouais. Et je pense que s'il arrive à bien s'acclimater à l'Aprilia, ça peut être très très fort. Ah, mais Et le rachat de contrat de Raoul Fernandez, alors? Bah, il lui manque 1 million d'euros. Mais Raoul Fernandez très très fort. Moi, je l'attendais meilleur que ça. Bon, Ouais. bah, la KTM avançait pas, c'est pas trop de sa faute. Il a un boulard, c'est un enfer. Donc ça, on en a déjà parlé. Je prie aussi pour qu'il s'acclimate correctement à l'Aprilia. Je pense qu'il peut il peut faire une belle. Et attention parce que si il fait la même saison sur l'Aprilia, bah là, on va commencer à se poser des questions. moi, je pense qu'il y a Ah un bah, vrai oui. problème de moto. Ouais, Là, aux c'est essais, une je me souviens plus de leurs résultats sur les essais post-Valence, mais je crois que c'était pas si dégueu que ça. Ouais. Mais le team RNF de l'année prochaine, moi j'en attends beaucoup pour le coup. C'est Oliveira Fernandez. Pour moi, c'est un line-up qu'on voit un peu, parce qu'Oliveira, on sait qu'il est capable de faire des choses avec une moto qui fonctionne. S'ils ont la moto que Espargaro avait avec des pièces qui fonctionnent, il y a pas de raison qu'ils soient derrière. Ouais, c'est un bon line-up pour justement les titiller des officiels. Pour moi. Ouais, J'ai juste je suis peur d'accord. du financement du team l'année prochaine. Ah, c'est compliqué, hein. ça, Le crypto Alors- data et tout, là, alors voilà. j'ai l'impression que le team va s'effondrer. au Tu bout de la course. parles de financement, Ouais. là, avec les pubs qu'on voit pour sponsoriser les GP, le financement j'en peux de plus, la moi, moto, de- c'est une catastrophe, quoi. Mm. Mais bon. Mais Ils font avec ce qu'ils ont Oui, oui, comme non, bien sûr. partenaire. Mais je suis d'accord avec il toi. a tapé à toutes les portes, je suis sûr. Ah bah, Et oui, pour oui. accepter de perdre Oui. les rênes sur son équipe qu'il a Mm. montée et devenir actionnaire minoritaire de son équipe, il ne devait pas avoir trop le choix, hein, je pense. Mais côté flop, pour moi, c'est un flop, une déception qui m'ennuie beaucoup, c'est Zarco. La première partie de saison de Zarco, je me suis dit, allez, il est capable de faire des choses. La deuxième partie, en fait, putain, mais prends des bons départs, quoi. Genre, à un moment donné, t'étais capable de faire des bons essais, des bonnes qualifs, mais ton départ, t'es pas capable de le capitaliser correctement pour faire des bons résultats en course. C'est tellement frustrant. Ou alors, il finit au gravier.
Pour moi, c'est gros flop Zarco aussi, parce que moi, c'est sur le plateau, je pense, mon pilote préféré. Depuis que Rossi est parti, c'est vraiment celui que j'ai envie de voir. On a tous envie de le voir gagner une course et tout. Enfin, il est tellement hors catégorie humainement. Enfin, c'est vraiment le pilote qui sort du lot sur tellement de choses que oui. Enfin. Ouais. Et il y arrive pas. Et ses départs, c'est dramatique. Je trouve que jusque là, en plus, il avait le bon mindset. Il avait ses conférences d'après course, elles étaient bonnes, il avait des bonnes analyses et tout. Là, cette année, je trouve, il s'est perdu, je sais pas. Il est dans de la méthode couée en disant, ouais, non, je vais y arriver. J'ai quand même appris des bonnes choses. Je suis tombé 4 fois dans le week-end, j'ai fini 24e, j'ai appris, c'était un bon week-end. Non, frère, arrête. Qui dit ça aussi. Mais, moi, je pense qu'il a raté le train. Je pense qu'il ne gagnera jamais de course en MotoGP. Et je pense que s'il fait la même saison l'année prochaine, c'est terminé pour lui. Voilà. Moi, je pense qu'il faut pas oublier qu'il est dans un team secondaire et que c'est typiquement le genre de team, si au bout de 5 courses, tu concrétises pas, tu peux te faire envoyer balader. Après, j'ai l'impression qu'il mise beaucoup sur Zarco et sur, Pramac a l'air de beaucoup l'apprécier. Donc, ça joue, mais, c'est un peu dur quand même sur le 24e, non, mais sur Zarco. Je suis de mauvaise foi, comme hier. Ça extrapole toujours chez la boîte à clapper, mais, c'est normal, pour des tours. Le régime. Je trouve que oui, en effet, sur sa communication, il est pas, il est moins bon que ce qu'il pouvait être l'année dernière. Après, pour moi, c'est vraiment le Zarco, c'est le pilote qui est totalement différent des autres pilotes, que ce soit sur sa com, sur sa gestion, sur tout en fait. Il est nature peinture, et c'est ce que personnellement j'apprécie beaucoup chez lui. C'est que c'est le mec comme il l'a fait sur Bagnaia avec les consignes de course, c'est tout le monde prenait des pincettes en disant non, il y a pas de consignes de course, non, sinon ça, lui il est arrivé, il a dit oui, il y a des consignes de course et puis merde, je suis resté derrière et je vous emmerde quoi. Donc en plus il pouvait pas la gagner là. Oui, mais s'il pouvait passer, autant passer, même si c'est 3 points, t'as pas le... Non mais d'accord, mais en fait ce qu'il disait c'est que oui, à cause des consignes de course, ça lui a empêché sa première victoire. Moi je pense qu'il pouvait pas la gagner. Moi, c'est pas ce il allait chercher la 2e place, c'est tout, Maxi. Je trouve que le flop c'est dur, même si je comprends vos arguments, mais j'ai pas envie de mettre un flop à Zarco. Moi, par contre, je suis d'accord pour dire que oui, encore une fois, il fait 6 mois, on se dit ah ça y est, et puis il fait 6 mois catastrophiques. Et en plus de ça, dans ses déclarations, c'est toujours le même schéma. C'est en début de saison où il dit toujours c'est à moi de m'adapter à la moto, et puis au milieu de saison c'est en fait c'est la moto qui doit s'adapter à moi. Il est toujours en train de changer d'idée. Ouais. Et aucune des deux ne marche de toute façon. Donc voilà. Après, je suis pas d'accord avec toi, Ophélie, sur le fait que ce soit un team. Oui, c'est un team indépendant, mais en fait, son contrat, il est chez Ducati Usine depuis le début, depuis qu'il était chez Avintia. Ouais, Avintia. Aujourd'hui, Zarco, c'est un pilote qui est un des pilotes les plus expérimentés du plateau. Il a roulé sur la Suzuki, la Yamaha, la KTM, la Honda et la Ducati. La Suzuki. Ouais, il a fait des tests dessus. Quand il devait monter en moto 2, moto GP, il a fait un week-end d'essai. Ouais. Et après, ça fait combien de saisons ça fait 4. Il fait 2 saisons chez Yamaha. Sa 5e saison, il fait la saison, 2017, quand on a démarré. Cette année, avec son équipe, il termine meilleure équipe indépendante. Bon, Bastianini lui pique aussi sa place de meilleur pilote privé, mais donc je pense que c'est un pilote compétitif. Après, moi je pense pas comme Kevin. Je pense qu'il a encore au moins 2 belles années devant lui. Ouais. Parce que tu veux le remplacer par qui l'année prochaine? Premier qui prendront jamais de rookie. Martin, il va se barrer. Rookie, mais ils vont faire monter un Marini. Premier qui prendront pas de rookie, mais ils ont pris Martin l'année dernière. Non, il en prendra pas 2. Ah oui. Ils en prendront pas 2. Déjà, est-ce que alors, la question se pose sur Jorge Martin ou pas? Moi, je pense qu'il va partir aussi. On en a déjà parlé. Moi, je le vois bien aller chez Yamaha remplacer Morbidelli. Donc, un rookie, peu importe lequel. Et après, gros débat, je sais pas, mais est-ce que non, je pense pas que tu puisses faire les yeux doux à Bezzecchi, mais ouais, je sais pas trop. Je pense que Bezzecchi, il va avoir envie de rester chez Ducati. Ça fonctionne. Pourquoi tu partirais d'une moto qui fonctionne? À part Martin pour une question d'ego. Jusqu'en 2024, la VR46. Mais Pramac, ils ont des Ducati aussi. Oui, mais après c'est bien mon point de vue sûrement biaisé, mais le VR46 c'est Ucho qui le dirige. Bezzecchi c'est VR46, c'est un bébé moto. Non, encore. C'est pour ça que c'est quand même de monter les pilotes, c'est-à-dire que ouais, mais tu vas pas rester chez VR46. S'ils sont en mesure de gagner, enfin tu vois.
Après, pour l'instant, c'est pas le cas. On est d'accord Oui. qu'ils sont pas en mesure de gagner, Bah, mais comme ils ont fait avec en Goscinny plus- cette année. hein. En plus, il y a un Ouais. truc, c'est que Je pense que si tu fais des top 5 régules, au bout d'un moment, on va venir te chercher, en soit plus, pour, VR40, ils ont signé qu'une seule moto N de l'année. Non, Il y en aura pas. l'année prochaine, il n'y a plus de moto Ouais. N2 en dehors de Pramac. et- D'accord. et Alors, N. alors, du coup, que tu sois Marini ou Bezzecchi, t'as T'auras un la pilote même. VR46 et tout. Il y a Pramac qui vient te voir en disant, ah ben nous, par contre, on peut te donner une moto de l'année. Mm. Est-ce que ça t'intéresse? Bah, je pense que tu y réfléchis. Oui. Donc, Et chez Pramac, tu testes les pièces officielles et si ça marche pas, si c'est moins bon, bah tu fais avec. ouais. Alors que chez Gresini, ce qu'a eu Bastianini Ça, cette c'est une année, réflexion. ta moto elle est stable. C'est une réflexion. Et t'es sûr que Ouais, tu t'as pas les tests de tous les ailerons dégueulasses là, qu'ils ont testés sur la moto de Zarco. La seule chance, enfin, ouais, je suis d'accord avec toi, Pierre, dans l'idée. La seule chance que Zarco peut avoir, à mon avis, pour conserver sa place chez Pramac, c'est que ils trouveront pas d'autre chose. Et en plus, t'es assuré que le mec, même si c'est pas ouf, t'es assuré que sur l'année, il peut te jouer un top 6, top 7 au championnat. ouais. Donc c'est une valeur sûre et du coup tu peux permettre de prendre de risques sur un rookie quand tu vas perdre Jorge Martin vraisemblablement, qui échaudé par le choix de Bastianini va mettre les goals. Lui avec son ego de la taille de la Saturne. Et sinon, Zarco, on t'aime beaucoup, on te passe le bisou. Oui, si tu veux venir dans un des deux podcasts, hésite pas, viens chez eux plutôt, nous on est vraiment catastrophe. Viens nous jouer un morceau de guitare. Nous, au moins, on espère voir ta première victoire. Mais moi aussi je l'espère, il y a plein de choses auxquelles je crois Tu plus l'as mais que mis en- j'espère. Tu l'as mis en flop quand même. hein. Mais j'assume. Toi, t'espères voir la victoire de Bradle à un moment donné, tu sais pas Mais doser non c'est plus, pas quoi. possible ça vous. Hein ah, Bradle, mais- c'est plus le- ceinture, Bradle. Stéphane, si tu nous écoutes, Dankeschön pour ta carrière. Ce sera coupé au montage. Non, bah non. Les deux rookies chez Tech 3 en flop. Ouais, Oui, carrément. tout Ouais. à fait, tout à fait, tout à Bah fait, oui. tout à fait. Ouais. Ouais. À Tout à votre fait. avis, la moto ou la... J'ai du mal à dire gestion d'équipe. Moi, je dirais 75-25 la moto. Ouais. Mais ça me fait mal de dire la gestion d'équipe Ben, c'est auto ça aussi, qui me parce que fait chier. jusqu'à un moment, ça a toujours fonctionné pour Tech 3. Oui. Sauf que, et là, ça fonctionne encore bien avec, bah, à part l'année dernière avec Petrucci et les Kona. Mais voilà, donc depuis qu'ils sont passés chez KTM, même avant, Ciarine, c'est une catastrophe. Ouais, mais en termes de management de pilote, ça a jamais été compliqué pour Tech 3. Oui, mais Ils depuis qu'ils sont passés chez KTM, je trouve qu'ils ont un management horrible. Mm. Ciarine, sa saison, KTM, très rapidement, je trouve qu'il a été mis sur le côté. On s'intéresse même Mais pas. j'ai Alors que chez Yamaha, c'était pas du tout ça. avec non, Ciarine. je pense que pour Charles et Tech 3, on font pas ce qu'ils veulent du tout, à Oui. mon avis. Après, c'est Oui, parce que la gestion en Moto 3, Moto 2 est pas la même, est pas la même. Donc, ouais, je pense qu'il y a une question de sous aussi en Moto GP qui est pas la même qu'en Moto 3, Moto 2. hein. Déjà, à mon avis, ils ont leur mot à dire sur voire les deux pilotes de Moto 3, chez Tech 3, alors qu'en Moto GP, je pense qu'ils ne choisissent pas les pilotes. Mais de toute façon, ça revient à ce qu'on vient de dire depuis le début, KTM, ils sont cata. Enfin, le problème, il vient même pas sur la piste ou dans la moto, vraisemblablement cette année, il y avait un problème, etc. Mais il vient, comme le disait Ophélie, plus haut, en fait, le management, c'est une catastrophe. Et Parce que, en termes de résultats, la moto est relativement compétitive, hein. Elle est pas à 2 secondes, des meilleurs à chaque fois, quoi. Elle joue à quelques centièmes, pour Brad Binder, tu vois. ouais, puis même, tu gagnes pas 2 courses dans la saison, et tu fais pas la course qu'a fait Binder à Valence si la moto, elle est vraiment dramatique, hein. Donc, c'est pas une Honda non plus, quoi. Mais c'est ça qui m'embête effectivement, c'est de dire et la moto avec ce que fait Binder, elle tourne. Quand tu la files à deux rookies chez KTM, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Et pourtant, ils sont connus, Tech 3, toujours, enfin, quand ils étaient chez Yamaha, pour réussir à tirer le meilleur de leur des pilotes qu'ils avaient. Quand il y avait eu Paul Espargaro et Zarco, il y a eu des saisons qui étaient très bonnes. Même quoi, Folger aussi, ouais. fait des saisons intéressantes. Ouais. Même Ciarine avait fait des trucs intéressants. Ouais. C'est Ouais. pas un pilote du C'est pas un siècle. pilote ouf, Même, quoi. je crois que Dovi fait une saison plutôt ok Oui. chez Tech 3, Crutchlow, Crutchlow, ouais. Il y a donc, eu- Et là, cette année, enfin, ça fait 2 saisons où ça se trouve, quoi. Après, il y a que 2 rookies qui ont réussi avec une KTM, c'était Oliveira et Brad Binder. Et Ouais. je suis désolé, mais Gardner et Rolf Fernandez, ils sont pas de cette trempe-là, en termes de talent. Ah ouais, non. Fais gaffe, tu vas te faire bloquer par le papa Fernandez sur Twitter, non, toi. mais, enfin, pour moi, Raoul Fernandez, Ouais, c'est solide, quand même. Enfin, j'ai pas dit que c'était, Non, je dis, mais- c'est pas le même niveau. ouais, mais pour Brad moi, Binder, Oliveira, pour moi, c'est la trempe de champion du monde, hein. Avec, bonne moto. Oliveira, elle est pas champion du monde, tu vois. Ouais, mais à chaque fois, c'est les circonstances. Ouais, ouais, c'est mais- la vie, ça, tu vois. Zarco, c'est des circonstances, hein, plusieurs fois qu'il gagne pas de course, hein, donc, mais pour moi, Raoul Fernandez, c'est vraiment, vraiment gros crack, hein, donc, J'arrive pas à me hyper pour lui, je suis désolé. putain, sa vraiment saison ouais. Team Moto 2, c'est Ouais. dinguerie totale, hein. Ouais, il était dans le meilleur team. Oh, bah Ah, oui, mais faut la bah, pousser, il quoi. aussi, t'es dans le meilleur team cette année. Ouais, non, je suis d'accord. Non, mais faut la pousser, quoi.
C'est-à-dire, et Raúl Fernandez, pour moi, cette année, c'est une vraie déception dans le sens où, l'année dernière, il fait une super saison en Moto 2, quoi. Ouais. Oui, non, mais la saison, elle est exceptionnelle, mais il y a des pilotes, ils font une saison dans leur vie, ils disparaissent. Ça, c'est vrai. Non, mais attends, là, t'es giga dur. C'est même alors, revenons à plus de saisons. En Moto 3, il est hyper chaud aussi, quoi. Je me souviens même pas. En Moto 3, il met des 10 secondes à Portimao et tout. Enfin, il fait vraiment, Non, c'est un pilote qui est sur une bonne dynamique quand il arrive en MotoGP. Hein. Ouais, c'est vraiment gros crack pour le coup. Donc, ouais, à voir. Mais il est un peu sur la sellette parce qu'il fait une mauvaise saison très clairement. Mais l'année prochaine, ça va vite le dire si c'était la moto ou si c'était lui. Hein. Mais ce qui m'embête, c'est l'extra sportif autour de lui aussi. Oh, hein. il est dramatique, putain. Non, mais- le giflet là. Et- Mais moi j'adore le détester en fait. Ouais, mais si tu Non, veux, mais sa famille, autant moi problème. sportivement, je trouve que c'est un pilote qui a une trajectoire intéressante, qui arrive en MotoGP où il y a une cassure dans sa dynamique et enfin ce qui se passe autour, mais c'est impensable de voir ça dans un sport de haut niveau, quoi. Ouais. Et je pense que j'espère qu'il va pas se faire bouffer par ça. Et il y a beaucoup d'espoir sur l'année prochaine. Mais putain, Ouais, c'est un merdier. Il a un melon de Ah oui. dingo et tout. Enfin bref. Mais on a- ça, l'embrouille avec les techniciens, je sais pas quoi, où Ouais. il y a des bastons dans l'arrière-cour. Mais c'est ça qu'on veut là. Allez là, la bagarre un peu. Ouais. D'autres flops? Je crois que j'avais d'autres flops moi. Moi j'avais Mir, Morbido, mais ça Ouais. c'est la base. Après, on peut faire un paquet de Honda hein, avec Nakagami Zarco, et Alex ouais, Marquez. toutes les Honda c'est des flops. Le dégage. départ Alex- avec Dovizioso. Non, ça c'est un top. Fallait y aller à un moment donné. Non, mais c'était triste quand même, pardon. Moi, je l'aime bien Dovizioso, j'aime bien ce pilote. Hein, Mais donc, moi aussi c'était triste. J'allais faire un parallèle avec ton pilote préféré. Mais moi aussi j'étais triste. Je l'aime bien Dovizioso, mais faut y aller à un moment donné. Enfin, Ouais, laisse c'est- la place quoi. Ouais, sa saison, c'est un flop. Là, Mhm. C'est pas ni les résultats attendus. Je dis pas qu'il aurait dû jouer la gagne, pas du tout, mais pas être hors des points comme ça. Il je aurait pense. fallu 2-3 top 10 quand même. hein. Pierre vient de recevoir un mail excluant du fan club de Dovizioso. Je suis pas dans aucun fan club, ça coûte trop cher. Mais moi en petit flop aussi, j'avais Paul Espargaro Ouais. parce que il fait une belle course au Qatar, il fait 3. Moi j'étais assez hypé par son arrivée sur alors je l'aime pas du tout hein, on va pas se le cacher. J'étais assez hypé par son arrivée chez Honda parce que je me disais enfin Honda branche son cerveau et au lieu d'essayer d'adapter la moto, en fait ils ont fait une moto pour Marc Marquez et au lieu de prendre n'importe quel pilote, eh bien ils vont chercher un mec qui est certes moins fort que Marc Marquez mais qui a un style de pilotage qui peut s'apparenter à celui de Marquez. Donc c'est intéressant et le néant total. Donc pour moi c'est un petit flop parce que je l'attendais, j'avais même dit dans notre épisode de pré-saison qu'il pouvait peut-être jouer le top 5 de la Putain, saison. 16e au Soyons général. fous. Ouais non, c'est catastrophique, c'est catastrophique. C'est ouf, hein. Après, il est ultra sympa. Il a signé un poster pour mon papa, tu vois, donc je l'ai pas mis dans mes flops. Mais alors pour le coup effectivement on l'a rencontré avec Ophélie, il est vraiment sympa. Sans doute. Mais pour le coup, c'est un pilote, je trouve, et vu qu'il était pas loin, on l'entendait pas vraiment dans ses discours et ses déclarations d'après-course. Mais c'est un pilote qui a conscience que sa saison était pas dingue. Il le... C'est faux aussi pour le Binder dire. aussi, je pense. Ouais, Binder aussi, mais il le dit ouvertement et il sait pointer les problèmes de sa moto, il sait dire ce qui va pas et je trouve ça important pour un pilote. Ok, tu fais une saison de merde, mais t'es capable de pointer ce qui va pas, t'es capable de te remettre en question, de dire ce que toi tu fais mal. Et pour moi, c'est important aussi pour les pilotes. Et t'en as qui sont incapables de le faire et qui disent, la moto, elle roule pas, il y a des clous dans mes pneus. Ouais, Paul Espargaro, c'est un pilote d'expérience qui est champion du monde et tout, donc je pense qu'il a ce recul. Mais je suis d'accord avec toi, il s'est pas donné à tout le monde de le faire, et peut-être que ça a aidé un peu Honda à avancer. Non, ça c'est Lorenzo qui va être. Ah oui, là. pardon, c'est Lorenzo. Quel génie celui-là. C'est Lorenzo et Biaggi. De toute façon, le paddock ne sera rien sans eux, on le sait. Donc arrêtez tout. Je sais même pas pourquoi on débat en fait. Mais ouais, petit flop sur Paul Espargaro. Tu mets pas Nakagami et Alex Marquez Non, dans le alors, sac. Nakagami vraiment c'est même plus un flop parce que j'en attends plus rien à part qu'il arrête à un moment donné. Il est vraiment sympathique, pour le coup ça a l'air d'être un mec sympa. J'adore son casque, je pense que c'est mon prochain casque, son réplica Nakagami, si c'est pas un Daijiro Kato. Bref, mais pas de niveau là très tout simplement. Alex Marquez, moi j'en attends beaucoup l'année prochaine. Pour moi, dans ma tête, je le compare beaucoup de Marini parce que frère d'eux, parce que double champion du monde, etc. Mais pour moi, c'est plus fort que C'est la dernière carte l'année prochaine. Marini. Ouais, mais je pense que c'est une belle carte. Ouais. Ah bah, c'est lui Je qui a pense fait que le meilleur choix, je pense. Voilà. Je pense que c'est pas sa dernière carte parce que. Parce qu'il a de l'argent. Non, mais avec sa famille, il faut avoir un guidon, même chez RNF. Enfin, dans les teams qui ont besoin d'argent pour fonctionner. Mais enfin, moi, je serais pas étonné qu'il fasse vraiment une belle saison, une très belle saison, parce que c'est un mec qui a du talent quand même. Donc ouais, pas flop, mais comme l'a dit Pierre, la Honda c'était
pas possible, quoi. Pas possible. Elle avançait pas, quoi. Il fallait le talent de Marquez pour réussir à lui faire quelque chose. Et le tour des flops? Ouais. Donc on aura encore plein de choses à dire dans l'épisode de pré-saison, mais Di si on Antonio, continue. Di Antonio, flop. Ouais, non. Pour moi, c'est pas un flop. Non, Pour parce moi, que il moi, fait une saison de rookie On correcte. n'attendait rien. Oh, je Là, j'attendais plus que ça quand je vois 24 points, c'est pas beaucoup, hein, quand même. Non, Pour un mais rookie. Autant j'ai du mal à critiquer Darren Binder, Fernandez et Gardner parce que la moto et le contexte fait que c'était pas facile pour eux, le team, etc. Mais autant Di Antonio, il avait tout, quoi. Il a le team, il a la moto. Ouais, j'avoue que Mais- c'est comme ça. DJ, il monte. Pourquoi? Parce que ça peut être Grésini. Il Oui, fait, qu'il était signé 2 ans. non, mais voilà. avant. Il Voilà, a été mais annoncé, on sait très bien que c'est le genre de mec qui est là, pas pour une histoire de niveau, pas une histoire de, parce que, ouais, voilà, il était signé, parce qu'il connaît la famille, etc. Pour moi, c'est pas un flop parce que j'en attendais rien. Et Remplissage de grille. exactement. Moi, je j'attendais vois ça du niveau d'un Bézéki, par exemple. Didier? Non. Ouais, sur une saison rookie, hein. Je dis Non, pas non, long terme, hein. Non. Enfin, en talent pur, il est en dessous. Donc, moi, j'attendais plus, tu vois, une saison à Moto 2, il était en 40-50 dessous points aussi, quand Il même. était Oui, pas oui. ouf, hein. Et comme l'a dit Ophélie, il a fait une pole, déjà, sa saison est pas ratée, du coup, mais je crois que, du coup, À la maison, en plus. Mugello, Ouais. on est content. C'est Marini qui était abonné au Top 5 à un moment donné. Alors Ouais. moi je l'ai mis en surprise Marini parce que Ouais. moi j'en attendrais vraiment rien. Je pense ne jamais avoir fait l'amalgame de il est là parce que c'est le frère d'eux et tout. Non, double champion du monde. C'est jamais Rossi qui a piloté à sa place. Donc à un moment donné il méritait d'avoir sa chance en MotoGP. Mais je les ai jamais trouvés incroyables. Et là vraiment il m'a surpris. Il fait une meilleure saison que Bezzecchi. C'est pas un rookie donc c'est normal qu'il fasse une meilleure saison que Bezzecchi, c'est clair. Mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse une aussi bonne saison. Donc ouais moi bonne surprise pour moi. Luca Marini. D'autres surprises? Surprise. Cal Crutchlow. Surprise. Ouais. Et il revient là en mode pompier et le mec, il arrive à faire des top 15, même des top 12, je crois, devant tout le reste des Yamaha à part Quartararo. Tu fais, mais reviens. Moi, je t'avais Mais pareil que reviens, toi, parce que putain. bon, t'as le niveau, Ouais, quoi. il a fait- J'adore voir ce pilote rouler. Non, mais j'adore Euh, ses conférences, mais Mm. c'est surtout, Ouais, puis il apporte il est- quelque chose qui manque, Et comme puis on il est disait tellement tout à l'heure. nature peinture aussi. Enfin, puis moi vraiment j'adore le rouler parce que je pense que c'est je vais être plus jeune que la moitié de nos auditeurs, mais c'est mes premiers gros souvenirs d'amitié pilote entre guillemets après Simone Chelier et Rossi. C'est vraiment le duo Miller-Crutchlow que j'adore voir en dehors de la piste et même sur la piste. Enfin, j'adore la manière dont à l'époque il se tirait vers le haut et du coup j'étais contente de le voir revenir. On a moins ça parce qu'évidemment Crutchlow est moins sur le paddock et il fait plus de tests, mais bon, il était bon, quoi. Enfin, il fait des meilleurs résultats que Morbidelli. Enfin, franchement, rappelez-le plus souvent, quoi. Je pense qu'en termes de flop, on va parler d'un si- truc important qui n'est pas les pilotes, c'est la direction de course. Ouais, moi, je l'ai mis en remarque sur la ouais. saison, ouais. Ou juste avant, faut qu'ils arrêtent d'avoir des pilotes de remplacement japonais, ils sont nuls. Et du coup, moi, ça me déçoit énormément parce que je suis nostalgique de l'époque où les pilotes japonais ils venaient faire une pige à Suzuka, ils gagnaient la course, tu vois. Et là, c'est mort. Et là, ça n'existe plus. Alors après, le niveau n'a plus rien à voir Ouais. avec les années 2000, hein. Ouais, mais il faut- Mais ouais, je suis d'accord avec ça. Arrêtez Tsuda, Nagashima qui est passé, ils ont pas le niveau. Non, parce qu'après, on parle de Ponson, mais voilà, on se souvient de cas Ponson. Qui est cette personne? Non, mais j'ai toujours en travers de la gorge, quoi, comment ça s'était passé pour lui. Ah, avec bah, son team. oui, c'est un problème de sous. Et voilà. Mais bon, ça, c'est la vie. Bah, il On était- fait un petit passage de direction de course, alors? Pff, de la merde. Ah, putain. Mais en fait, Non, ils vraiment. sont ils se rendent pas compte eux-mêmes qu'ils sont catastrophiques. à Mais un ils moment donné. détruisent leurs produits. Enfin, Oui. ils détruisent ce qu'ils vendent, quoi. Alors, j'aime pas quand tu dis détruisent leurs produits parce que ça, enfin, pour moi, ça devrait pas être un produit, ça devrait être vraiment un championnat. Ouais, pour eux, c'en est Et un. pour je eux, c'en pense. est un. Oui, mais là, Je pense qu'il y a un énorme manque, c'est une discussion qu'on a souvent, il y a un énorme manque d'un comité de pilotes qui représente les autres pilotes, parce qu'ils prennent des décisions, mais qui sont catastrophiques, qu'on comprend pas. Je pense particulièrement à Zarco, avec le fait qu'il soit dit 3 heures après la course au Mans, tiens, on va revoir, ah non, ça nous plaît pas trop, mais ça fait 3 heures que c'est fini. Le mec, il est allé voir tous ses fans, il a une bonne place sur la grille, tout ce que tu veux, et derrière, on lui dit, bah, en fait, tu recules 2-3 places, et que, alors, il y a ça, on a la chance de le voir parce qu'il y a eu des images et des sonores de ce passage où il est à la commission de course où Zarco s'explique par A plus B de pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça, et que c'est lunaire de rétrograder quelqu'un 3 heures après avoir pris la décision. Enfin, tu vas pas me dire que t'avais pas le temps dans les 10 minutes qu'on suivi l'incident de revoir le truc. De la même manière que toutes leurs décisions, pour moi, elles sont soit à retardement, soit pas des sanctions correctes, soit d'un pilote à l'autre, c'est pas les mêmes. Enfin,
c'est débile. Enfin, il manque une cohérence. J'ai l'impression que même eux, leur règlement de 700 pages, là, ils l'ont pas lu. Ils sont pas capables de foutre des post-it pour se dire, tiens, il y en a un qui fait tomber Michel, vas-y, on met ça. Enfin, pour moi, il y a vraiment, je sais pas, je pense que c'est des mecs qui sont en train de faire du Scrabble pendant la course et qui se décident à un moment donné, ils mettent un point au pif sur la course et ils disent, oh, lui, ça m'a pas plu, je le fais pas. Enfin, il m'énerve. C'est ce que je disais, surtout sur la Moto 3, Moto 2, il y a un énorme manque de leur part de considération des risques des pilotes. À voir ce qu'on disait avec Pierre, à voir ce que ça va donner avec le changement sur la sécurité au niveau de la direction. Après, bon, je suis pas beaucoup d'espoir là-dessus. Non, moi non plus, mais parce que par exemple, en plus, je suis désolé de te couper, mais le samedi il va y avoir les courses sprint, ouais. donc on va faire tenir l'horaire. Donc quoi qu'il se passe avant durant les essais libres, Moto 2, Moto 3, mais ça va être un carnage. Ils vont couper dans le tas, ils vont continuer à faire rouler le moto parce qu'il faut aller au bout des essais libres. Et puis les pilotes, en plus de ça, l'année prochaine, ils vont enlever, alors si je dis pas de bêtises, ils enlèvent le warm-up Moto 2, Moto 3 parce qu'ils installent un truc genre fan moto, je sais pas quoi. On dit ça, mais dimanche matin, au Mans, on y sera tous. On y sera tous, sauf que du coup, ça enlève... Non, alors, je vais vous expliquer, moi, le dimanche matin, cette heure-ci, au Mans, je serai encore dans un fossé, je pense. Je le verrai pas, vous me raconterez. Au Mans, sachez qu'il y aura approximativement tout le podcast moto français dans la même tribune, donc... Et sur un malentendu, on ramène du matos et, non, on fera pas ça, on sera trop bon. Mais du coup, pour remettre l'église au milieu du village, je pense que vraiment, le fait qu'ils enlèvent, du coup, même si le warm-up dure pas peu de temps, sur des petites catégories, que ce soit la Moto 3, la Moto 2, c'est important d'avoir du roulage pour les pilotes. Ça leur évite aussi de faire des conneries en course. Là, ils leur enlèvent trop de trucs. Ils enlèvent trop de pilotage. Ils rajoutent trop de trucs futiles. On reviendra pas sur les courses sprint. On a chacun notre avis. On est d'accord ou pas d'accord. Ça pénalise la Moto 3, la Moto 2. Comment tu mets en valeur des petites catégories quand t'enlèves autant de roulage à des pilotes? Comment tu veux que tes pilotes soient opérationnels quand ils vont revenir en MotoGP? Enfin, moi, je comprends pas, ça me dépasse. Et comme tu dis, pour en revenir à la sécurité, c'est ce que je racontais tout à l'heure, en off, c'est que, alors j'ai plus les années en tête, mais il y a eu un gap de chute par année qui est passé, il me semble, de 184 chutes à 240 ou 260, un truc comme ça, c'est énorme. Sur des courses en 2022 où on est quand même censé avoir, même de l'électronique en MotoGP qui te fait moins chuter, les courses sprint, ça va rajouter 21 courses de risque en plus et ils sont pas capables de prendre suffisamment de décisions qui protègent les pilotes. D'accord, t'as du airbag, d'accord, t'as tout ce que tu veux, mais que ce soit en MotoGP, Moto 2, Moto 3, même dans les autres catégories, en Superbike, Supersport, c'est dangereux. Déjà, la moto en général, c'est dangereux, mais ils ont des décisions à prendre, des pénalités à mettre aux pilotes qui prennent des risques, qui sont pour la plupart des gamins parce qu'en Moto 3, c'est des bébés. Ils le font pas. Je comprends pas ce qu'ils font en fait. À quoi sont payés ces mecs? Enfin, à moins qu'ils fassent des choses qu'on voit pas. Il y a un moment donné. mais ouais. Enfin, juste bougez-vous quoi. Enfin, et arrêtez de mettre des pénalités qui sont pas cohérentes entre un pilote et un autre parce que et en plus de donner des propos, je repense dans l'épisode de mi-saison qu'on en parlait longuement, la décision de Fabio de dépassement. Comment ils ont dit? Ambitieux. Dépassement trop ambitieux. Bah d'accord, mais des dépassements trop ambitieux, il y en a sur plein d'autres pilotes. Il y en a d'autres pilotes qui ont fait des dépassements qui étaient trop ambitieux avec des énormes guillemets, qui ont fait tomber d'autres pilotes et eux n'ont pas eu de pénalité. Je dis pas ça parce que c'est Fabio, je dis ça parce que c'est pas cohérent. Que ce soit sur les longues laps qu'ils mettent, sur les amendes, sur tout ce que tu veux, il y a pas une seule pénalité qui est cohérente. Alors d'accord, une course à une autre se ressemble pas et un pilote à un autre se ressemble pas. Mais il faut avoir un peu de bon sens dans ce que tu fais. Enfin, mais le règlement, de toute façon, il s'applique à toutes les courses, donc il doit être appliqué de la même manière. Le règlement, les sanctions ne sont pas dans le règlement. C'est toujours, il y a les règles et après la sanction est au bon vouloir ouais, mais c'est là où il doit y avoir la cohérence. Oui, mais ça veut dire que j'en sais rien. La personne qui est en charge des pénalités, genre là, elle est fan de Marquez. Marquez, il fait tomber 3 pilotes. On s'en fout quoi. Enfin, et je pense qu'il y a une part de non neutralité aussi. Ok, ça dénonce. Non, mais enfin, c'est du coup si les pénalités sont pas dans le règlement, t'as une part d'humain et la part d'humain, elle implique des erreurs et je pense qu'à un moment donné, les pénalités, il y a jurisprudence qui fait que parce qu'il y a eu énormément de pénalités cette saison et toutes les saisons d'avant, ils sont en mesure de mettre dans le règlement des pénalités type sur certains types d'erreurs et ils le font pas. Sur une combinaison qui s'ouvre sur une course, t'es censé pouvoir savoir comment tu pénalises un pilote s'il s'arrête pas alors que tu lui dis de s'arrêter. Enfin, c'est sur ce genre de truc et ils le font pas et à un moment donné, enfin c'est bon, la MotoGP ça existe pas depuis l'année dernière.
Je pourrais Pardon, pas. je suis un peu énervé. Non, ah bon non, je suis 100% d'accord avec ce que t'as dit. Je rajouterais juste, moi j'ai tout l'impression qu'en fait ils sanctionnent des conséquences et pas des causes. Ouais. Le dépassement de Quartaro, pour moi c'est un bel exemple. On a vu des tentatives de dépassement largement plus catastrophiques que ça. Enfin, je veux dire, c'est un peu ambitieux, c'est pas dingo ce qu'il va tenter non plus. Sauf qu'il est sanctionné parce qu'il y a chute. Enfin, il y a accrochage et il y a chute. On voit des pilotes en Moto 3 ne pas être sanctionnés de mouvements incroyablement dangereux, mais il n'y a pas eu de chute. Alors, par exemple, moi j'ai en tête Lopez sur la dernière course de la saison. Il est catastrophique, Alonso Lopez. C'est n'importe quoi. Et ce qu'il fait au départ, il le fait 2 fois, mais il le fait notamment au départ, dès que le feu vert, il lâche l'embrayage et il change de voie tout de suite, mais hyper violemment. Et il y a pas de chute. Du coup, alors ils vont faire, mais sauf qu'il fait plein de conneries, donc ils vont lui dire attention. Conduite dangereuse. Ouais. Exactement. Et ils sanctionnent pas ça, alors que ça c'était dangereux. Et derrière, sur un petit accrochage ou limite un fait de course où c'est la faute de aucun des deux pilotes, il y a une chute, et ben là ils vont sanctionner. Mais c'est complètement con. Ils ont fait la même chose avec sur la même au même endroit sur Munoz et Mazia. Ils ont mis un temps énorme à pénaliser Munoz d'avoir fait tomber Mazia, alors que là Munoz était clairement en tort. C'est la même journée que la chute de Quartararo et Espargaro. Et ça, il a fallu qu'on attende l'après-course pour savoir qu'en fait Munoz était pénalisé. Mais pareil, tu vas me dire qu'ils étaient pas capables. Ce truc se passe à un moment donné où il y a encore un delta où ils sont en mesure de te le dire, ils le font pas. Ça n'a aucun sens et on s'est tous posé la question. Il y a eu vraiment un délai où on s'est dit mais pourquoi il est pas pénalisé? Parce que si tu pénalises Fabio, pénalise en fait le mec qui a fait la même chose beaucoup plus tôt et qui aurait pu foutre en l'air. En l'occurrence, Mazia, il avait quand même il a quand même pris cher sur cette course, donc. Mais je suis d'accord avec Kevin. Ils ont tendance à regarder est-ce que les pilotes sont blessés ou est-ce que par exemple Quartararo, Alex Espargaro, déjà le dépassement était à la fois pour la victoire ce jour-là, clairement, et en plus c'était les 2 premiers au championnat. Donc c'est pour ça qu'ils ont sanctionné parce que Bagnaia sur Martin au Qatar, c'était 2 fois pire et aucun des 2 pilotes n'a été sanctionné alors que le dépassement était raté aussi et carrément Martin ça a foutu sa course en l'air alors qu'à là Alex Espargaro avait pu repartir à la scène. Donc c'est toujours les conséquences qui sont sanctionnées et pas vraiment juste le move en soi. Et si t'appliquais la même règle pour tout le monde, ça serait beaucoup. Oui, puis plus il y a des erreurs de pilotes qui sont faites qui pourraient être pénalisées déjà dans le règlement qui pourrait exister. Je pense en l'occurrence à Vietti. Le non-respect d'un drapeau noir, ça pourrait exister dans le règlement. C'est pas compliqué de se dire, le mec il respecte pas son drapeau noir, la pénalité pour n'importe quel pilote qui fait ça, c'est ça. Là, la pénalité sort d'un chapeau. C'est encore plus compliqué à comprendre parce que ça se répercute sur 2023 et que du coup, pour avoir un avis là-dessus, c'est compliqué. Mais juste mettez des sanctions random sur des trucs qui de toute façon pourront arriver qui fassent tomber d'autres pilotes ou pas. Voilà, le règlement de toute façon. Vraiment un sujet passionnant pour Ophélie, qui vraiment ça lui tient à cœur. Mais parce que ça me rend dingue, ils font des trucs ou alors on s'en rendait pas assez compte avant, où il y avait moins l'engouement du truc de tous les médias, tout ce que tu veux, mais rien que la gestion des blessures des pilotes. Excuse-moi, mais voir Espargaro, alors d'accord, il avait un hématome, on voyait pas il avait le pied fracturé. Tu laisses pas un pilote repiloter avec la gamelle qui s'est pris. Et la manière dont il boitait après sa chute pour que le lundi on dise en fait il a roulé mais il s'est fracturé le pied quoi, donc il faut pas qu'il bouge pendant 7 jours. Mais tu vas me dire que ça par exemple il sautillait, c'est bon, t'es apte, on va pas pendant 5 courses quoi. Ouais, mais c'est comme en début de saison. Eux-mêmes peuvent pas se rendre compte qu'il y a un problème. Il y a un gros problème déjà d'autoprotection des pilotes. C'est-à-dire que les pilotes s'exposent à des risques rien qu'en roulant, et quand ils se blessent, ils reprennent le pilotage beaucoup trop vite. Après, c'est voilà. Faut pas écouter déjà si un questionnaire il saute les notes. Mais ça, faut pas écouter le pilote. Il voudra toujours. Mais le pilote, il voudra toujours monter sur sa bécane. Et le cas, il joue. Ce qui s'est passé avec Mir, mais c'est rien quand on l'a vu faire. Tu le vois faire le jeudi, tu te dis mais putain, c'est. Mais comme avec Marquez à l'époque, il fait 3 points et c'est bon, on laisse repartir. Mais pour moi, il y a ça, il y a certains pilotes qui sont en mesure de dire je ne roule pas comme Fernandez quand il avait la tête recouverte d'hématomes et qu'à un moment donné personne lui a dit ça serait pas mal que tu t'arrêtes quand même. C'est de lui-même qu'il a dit qu'il fallait qu'il s'arrête. Enfin, je sais pas, putain, c'est des vies humaines en fait, c'est pas des billets qui roulent. Alors oui, sûrement il y a des gens qui sont très peu scrupuleux et qui le voient comme ça, mais putain, c'est ton taf de direction de course de gérer ça quoi. Mais de la même manière que quand ils ont instauré les courses sprint, ils ont dit c'est pas à nous de parler aux pilotes. Moi, ajouter à ça, je rajouterais sur tout l'extra sportif qu'on a eu dans une période, on va dire septembre-octobre, où on a eu les histoires de casque, les histoires de levier de frein,
des histoires de pilotes qui se sont fait frapper. Ça a fait beaucoup de drama et moi ça m'a vachement détaché du sport en fait à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup plus de ce qui se passait à l'extérieur de la piste que ce qui se passait dessus. L'Arabie Saoudite, l'Inde, Oui, tout ça, c'est. Moi, je trouve que ça prend la clinique mobile, le petit cousin qui prend la sécurité. Je trouve que ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup sur, puis même la manière dont la course sprint a été gérée, ça fait beaucoup sur les méthodes de gestion du championnat. Les sponsors qui se désintéressent de plus en plus du sport, c'est-à-dire qu'avant on avait toujours, alors après c'était beaucoup des sponsors partenaires de Rossi, Oakley qui payait un grand prix, maintenant Oakley on les voit plus. Il y a beaucoup de partenaires historiques qu'on voit plus et qui sont remplacés par des crypto-data et c'est hyper fragile quoi. Mais tu le vois sur les grands prix de toute façon je pense spécialement au Mans parce que c'est celui que je connais depuis un certain temps, mais les sponsors t'allais au Mans il y a 6-7 ans, t'avais des trucs dans tous les sens, t'avais des animations qui étaient vraiment faites pour plein de choses. Là, t'arrives, t'as la mutuelle des motards d'un côté qui te fait gagner 2 tickets pour la tombola de Poitiers. On a des stickers. Motul et Michelin. Et ouais, c'est ça, tu vois. Donc t'as plus tout ce truc qu'il y avait autour des grands prix qui est. Faut faire revenir les. T'as plus Barnum en fait. Tout le côté. C'est ça. Ouais. Faut faire revenir ceux qui font de l'alcool. Là, on ou aura des clubs. de l'argent. NAS Les clubs, je peux pas. NAS 3-0. Non, puis c'est con, mais ça enlève. Pour le coup, c'est vraiment juste l'aspect sur les grands prix. Il y a un côté très fête au village que tu retrouves plus, qui était assez humaine. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est juste ça se F1ise pour mettre des croix. La F1, il y a de l'argent, donc. Ouais, mais du coup, c'est ce qu'ils veulent faire, mais en perdant les ça sert à rien de vouloir faire de la F1 si t'as pas d'argent. Enfin, moi, le gros problème, je le vois là, c'est-à-dire qu'en F1, ok, tu passes sur un paddock un petit peu moins, on va dire festif ou champêtre, et t'as quelque chose de beaucoup plus institutionnel et sérieux entre guillemets, mais parce que t'as de l'argent. Non, mais même c'est beaucoup mieux géré en termes de com. C'est mieux géré en termes de com. Ça n'a rien à voir quand tu regardes de près, c'est un truc de fou. Il faut quand même des décisions de merde. En fait, ouais, non, mais en termes de direction de course et tout, ils ont les mêmes soucis, mais je trouve que c'est moins grossier, en fait, les erreurs qu'ils font. Et après, toute la partie gestion communication, la manière dont les pilotes vont en débrief d'après course, c'est tellement mieux géré. La gestion de leurs droits, des images qui est beaucoup plus facile que la Dorna que t'envoie un avocat non, ça n'a rien à voir. Même, alors, je suis d'accord avec toi, il y a tout l'argent que ça génère, du coup, c'est plus simple de mieux le gérer quand t'as de l'argent, mais il y a des décisions qui semblent être basiques que Liberty Media a prises quand ils ont récupéré la Formule 1, ça semble être juste du bon sens, quoi, à un moment donné. Et la Dorna n'est pas capable de faire ça, moi, je comprends pas. La Dorna, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont complètement dépassés par ce qui se passe. 80 piges. C'est la réflexion. Alors du coup, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, Cyril, sur le fait qu'on a vu énormément de choses qui sont du drama hors extra-sportif, ouais. Extra-sportif. En F1, ça existe. Clément, tu me comprends si c'est pas le cas, ça existe, mais ça existe depuis longtemps parce qu'on le voit beaucoup plus. Et c'est la discussion qu'on avait en off avec Stéphane il y a quelques jours sur le fait que c'est pour moi aussi une question de génération. C'est une question du fait qu'on ait accès à beaucoup plus de choses, ce qui fait aussi que on prend encore plus de plaisir pour moi parfois à regarder la moto parce que de mon point de vue et peut-être que vous serez pas d'accord, mais je pense qu'il y a d'autres qui le sont. C'est agréable d'avoir un point de vue des pilotes et voir un peu que ça reste des êtres humains à côté. Mais ouais, du coup, tout ce côté drama vient aussi d'une question de génération. Ça vient polluer. Mais il y a des gens à qui ça plaît de savoir ce qui se passe en tsum-tsum dans les... Non, mais moi, je suis d'accord. Mais, dans les évolutions, moi, qui ont été apportées récemment et qui sont intéressantes au niveau sportif et extra-sportif, t'as eu la shoulder cam sportivement, c'est super intéressant. D'avoir une caméra en débrief quand les pilotes ils sont dans le sas de récup avant le podium, c'est super intéressant sportivement et extra-sportivement. Ça c'est grave bien, c'est trop bien. Excellemment simple parce que c'est en prise directe avec les pilotes. Mais moi tous les dramas de fin de saison, ça me casse les couilles. Mais après il y a des dramas qui sont importants parce qu'il y a aussi une question d'époque à un moment donné. On peut plus se permettre et si personne ne le dit parce que les journalistes ont maintenant accès à tous les réseaux parfois un peu trop. Oui, non, mais pour moi c'est des trucs pardon je te coupe mais c'est important que on soit alerté. Alors nous en tant que spectateurs en soi on s'en bat les steaks, mais sauf que si ça sortait pas sur les réseaux, on serait pas alerté sur le fait qu'il y ait des mecs qui frappent d'autres pilotes dans des paddocks et c'est des choses qui malheureusement nous polluent, mais sont importants à mettre en lumière parce que on a quand même une communauté qui est
en train de grandir de plus en plus dans la moto et qu'il y a des mentalités qu'il faut faire changer sur plein de choses. Alors aussi. voilà, je corrige dans le sens où c'est pas le fait que ça sorte qui me pollue, c'est le fait que ça arrive. Si tu veux. Mais typiquement, quand on t'apprend que 2 ans avant, t'as un pilote en rentrant au box, il se fait cogner par son team manager, typiquement, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Et c'est dans ce sens-là où moi, ça me sort un petit peu de la culture sportive, c'est que ça devrait pas fonctionner comme ça. Après, je comprends que c'est un sport et que tout le monde veut être devant, que il y a beaucoup de compétition, c'est très stressant. Des fois, il y a beaucoup d'argent en jeu. On devrait pas être pollué par ça parce que ça devrait pas avoir lieu, en fait. Mais moi, voilà, un pilote surtout que le pilote après, ils ont échangé sur Twitter, ils ont parlé un petit peu, ils ont contextualisé le truc. Moi, je pense que c'est pas possible de savoir qu'il y a 60 pilotes qui sont soumis à ça. Enfin, une bonne note d'optimisme alors. On adore au final l'épisode. Alors, du coup, on est pour le revenu universel en MotoGP et dans toutes les catégories pour non, mais après l'argent ils disparaissent. Tout le monde paye au SMIC, hein. Pas moi. Sur quoi on conclut alors, messieurs? Est-ce qu'on souhaite une bonne saison 2023 à qui? On souhaite une bonne saison 2023. Moi, j'ai un prono. Je sais pas si vous voulez faire des pronos, mais vas-y si tu veux. Nous, c'est notre spécialité. Moi, je suis extrêmement fort à cet exercice. Bastianini, je m'en fous. J'ai envie de dire Marc Marquez, mais la Honda est vraiment au fond du trou, donc j'y crois pas. Quartararo, j'ai du mal aussi parce que la Yamaha, ça va être vraiment compliqué. Et je pense que Bastianini a ce qu'il faut pour dominer Bagnaia sur la piste et dans le box. Donc Bastianini. Il y a Pierre qui est en train de se décomposer, là. Non, il réfléchit, je me il disais a que la tête de c'est réflexion. 50-50 Bagnaia ou Bastianini, ouais. Donc je pense mettre un pari sur les deux, comme ça, si l'un gagne, je perdrai pas. Toi, c'est vraiment smart. Mais vraiment, je pense que Marquez s'en sortira bien. Mais Quartararo, si sa moto elle est pas au point, s'il a encore le moteur 2021, c'est pas possible. À moto égale, je pense que Marquez roule sur tout le monde. Mais je pense que le delta qu'il y a entre Ducati et les autres fait que Bastianini et Bagnaia vont être vraiment durs à prendre. Bah, de toute façon, c'est le truc qu'on dit sur tous les teams l'année prochaine, c'est que si techniquement ils s'en sortent pas, ça va poser problème et que ça va se voir de plus en plus parce que Ducati, ils sont quand même vachement avant-gardistes sur toutes les évolutions. On le voit sur cette fin de saison où toutes les motos, à part la Yamaha, il me semble, avaient des ailerons. Enfin, ils attendent pas les autres. Ils ont déjà de l'avance et ils continuent d'essayer d'en. Et en plus, c'est, il me semble, Thomas Bauer qui disait ça très bien, c'est que Ducati sont très forts pour détourner le règlement parce que t'as des choses qui sont interdites en termes d'AE. C'est pas Bauer? Non, mais ils détournent pas le règlement. Non, qui détournent pas non, mais qui détournent dans le règlement. Voilà, dans le sens où. Il y a la règle et l'esprit de la règle. C'est ça, voilà, exactement. C'est qu'ils vont trouver, ils vont trouver le moyen de dire, l'aileron, tu m'as dit qu'il fallait pas qu'il fasse 10 cm en vertical, il est un peu penché, donc ça rentre, tu vois. Enfin, je grossis les traits, mais ils sont très forts pour ça, et les autres. Mais la dernière amélioration qu'ils ont amenée, aux essais de Valence, avec la texture balle de golf, je trouve que, voilà, c'est super intéressant. Personne n'a dit qu'il fallait du lisse. Ouais. Et les mecs se sont dit, voilà, qu'est-ce qui roule à 250 ou à 300 km/h et qui traverse l'air? Bah, une balle de golf. Et bah, on va mettre une texture balle de golf. Non, mais après, ils s'y sont mis, tous les constructeurs plus la Dorna pour interdire, à partir de l'année prochaine, une évolution que Ducati avait amenée. Parce que d'habitude, les évolutions, pour qu'elles soient refusées, c'est à l'unanimité des constructeurs. Et le dispositif qu'a utilisé Zarco toute la saison sur le... Il marche pas, donc c'est pas la peine. non, mais bloquer le ride device mais en roulant à l'avant, ça sera interdit parce que la Dorna a réussi en fait, soit c'est à l'unanimité des constructeurs, soit la Dorna a le droit d'imposer le règlement si les constructeurs ne sont pas d'accord. Donc là, la Dorna a dit à Ducati, bon, vous arrêtez là. Mais s'ils font ça à chaque fois alors que c'est le constructeur qui investit le plus dans le championnat, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais après, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi leur rôle à un moment donné pour faire en sorte que il a de maintenir une équité. Exactement, ouais. C'est aussi leur rôle de surveiller ça, tu vois. Ouais, mais ils ont pas réinventé la roue, Ducati, ils ont pas inventé un dispositif, c'est un déjà, truc ils sont avec du monobras. Ouais, mais le problème c'est que sur le long terme, ça peut avoir des conséquences néfastes pour la Dorna et pour Ducati même. Tu en parlais très bien dans votre dernier épisode en disant si pendant 5 ans Ducati roule sur tout le monde, ça va perdre de l'intérêt et même Ducati n'y retrouvera pas ce qu'il y trouve, c'est-à-dire l'image de marque. Parce que du coup, les gens vont se désintéresser. Donc déjà, j'apprends que tu m'écoutes. Non, tu l'apprends pas. J'enregistre pas, mais après, je trouve ça dommage qu'ils en viennent aux mains et que, en gros, on force quelque chose. T'es obligé de passer par là. Ouais, mais le règlement, il est voté sur 5 ans. Et Ducati a joué dans les règles. Donc on aurait pu se dire, après 5 ans, on revoit le règlement et ça, c'est interdit. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Pierre là-dessus. Enfin, du coup, c'est ce qu'on disait dans l'épisode de mi-saison.
Mais à un moment donné, c'est ce qu'on leur demande aussi aux teams, c'est d'apporter des évolutions. Et si tu bloques les teams sur des évolutions qui peuvent être pertinentes, et en plus de ça, des évolutions que les autres teams récupèrent derrière, quel est l'intérêt du coup? Dans ce cas-là, ils font plus rien. Enfin, ouais. Je suis vexé, Pierre, bien sûr, je t'écoute. Bon, c'est l'heure d'aller boire une bière. Alors, je pense qu'on peut juste dire un petit mot sur un truc assez important dont on a parlé régulièrement cette saison. On parlait souvent des pilotes blessés dont on attendait des nouvelles. Je pense que c'est important de stipuler que Gino Rea et Amaury Misera vont bien. Qu'on attend. Je suis pas sûr qu'ils soient remontés sur une moto depuis Gino Rea, c'est sûr que non. Mais en tout cas, ils sont rentrés, ils sont en convalescence et ils ont eu de la chance. Et je pense que c'est important de le noter parce que la dernière fois qu'on a parlé d'eux, c'était pas forcément dans des bonnes nouvelles. Donc voilà, c'était la petite info importante. Ouais, merci. Moi, je vous remercie tous les trois. Enfin, Cyril, toi en particulier, déjà pour toute l'aide que tu m'as apportée. Sinon, clairement, il y aurait eu 4 épisodes de la boîte à clapper, on aurait tout arrêté. Donc, merci 1000 fois. Merci à Pierre et Ophélie parce que c'était grave. Que 4 épisodes. Ouais, non, mais c'est une catastrophe. Franchement, le temps que Cyril a passé pour m'aider à me dire comment il fallait qu'on puisse faire pour avoir un son décent, ça ne se compte pas. Donc, 1000 merci de nouveau. Et j'y compte sans doute pas, mais je fais la bise à Adrien Yvan, sans qui je ne serais rien, je ne suis rien de toute façon, mais sans qui la boîte à clapper n'existerait pas. Donc merci beaucoup, je leur fais la bise. Bah, vous avez fait une belle saison quand même. Ouais, c'était franchement, cool. On a été aussi C'était réguliers que Mir à peu près. Ouais. Mais Les blessures en moins, c'est déjà c'est ça. cool. Franchement, je suis content de ce qu'on a fait. On a invité des gens pour la première fois, notamment Pierre et Ophélie. Toi, t'as pas pu venir. Non. On sait pas si on va continuer l'année prochaine. Et Tonton. Mais si on est là l'année prochaine. Et Tonton. Il coûte très très cher, donc je sais pas si on va pouvoir revenir. Je vais essayer. Mais si on continue l'année prochaine, Cyril, il faudra que tu passes. Mais ouais, Sans on faute. va essayer. Si je continue, ouais. Et si on arrive enfin à faire un épisode avec Adrien et Yvan, vous êtes pas prêts? Moi, je veux faire un épisode avec Adrien où on a un quiz. Et non, mais alors moi je veux bien, mais c'est moi qui fais le quiz parce que. Non, mais Ça va être Bezeki. Non, alors tu l'as déjà Bezeki, hein. Il est néo Bezeki. Ça, c'est le quiz. Attention, Vietti, il a quel âge? Au moins Adrien pourra répondre. Mais ouais, mais écoutez, très chaud. Le rendez-vous est pris pour qu'on fasse un petit crossover un jour. On essaye depuis quelques temps. Faut qu'on essaie de le faire. C'est très compliqué, ouais. Venez harceler Pierre et Cyril sur les réseaux pour leur dire qu'il faut faire ce putain d'épisode. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on peut pas tourner un épisode. Bah, tu verras quand tu auras les tiens. Ah bah j'en veux pas, ça tombe bien. Bon, bah, Ou alors si j'en veux un, c'est pour le mettre sur une moto. Donc. Bon, eh bien, on souhaite une bonne intersaison à tout le monde. Merci Grosse beaucoup. bise à vous tous. Ah, Et ça va, on se retrouve Puis au mois de mars. on embrasse surtout les Stéphane, Paul et Olivier qui n'ont pas pu être là et qui nous manquent beaucoup. Mais je les ai pas vus, mais ils sont très beaux également. Bisous à vous tous.